Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Bonjour à tous, ravi de vous retrouver pour cette émission durant 3 heures. 3 heures de débat, de discussion, d'actualité bien sûr avec vous, 0826 300 300, puis sur les réseaux sociaux Sud Radio ainsi que sur l'application où nous vous attendons pour que vous puissiez réagir à l'actualité de ces dernières heures et notamment la fin d'une époque, la fin d'un homme dont il aurait voulu qu'on dise de lui j'avais des idées, et il en avait des idées, lunettes noires pour nuit blanche, tout le monde en parle, salutaire sur la fin de sa carrière, des concepts, des interviews, une façon de faire de la télé, d'agiter, d'agacer, d'énerver, d'être insolent. C'est la mort évidemment de Thierry Ardisson qui a régné sur la télévision pendant plusieurs décennies. On se souvient de ses génériques, on se souvient de ses punchlines, on se souvient aussi de son frère de télévision, Laurent Baffy. On se souvient de lui à France Télévisions, dans le groupe Canal. C'était une façon de faire de la télévision. C'est pour ça qu'on vous pose cette question. Est-ce que c'est la fin d'une télé qui était authentique, de la télé qui était libre, où on pouvait recevoir un prêtre et une prostituée? C'était l'affrontement peut-être du dimanche sans le poulet autour de la table. C'était les discussions de famille sans avoir la certitude de s'engueuler avec son père et sa mère. C'était une façon de faire le débat à la française, comme on a pu le dire. Je vais en discuter bien sûr avec mes invités. Noémie Raoulia, bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, journaliste, essayiste, auteur de La Terreur jusque sous nos draps. C'est aux éditions Plomb. Jérôme Dubu, bonjour. Vice-président de France Israël. Mehdi Raech, analyste politique. Bonjour. Et Benjamin Cauchy, tête d'entreprise. Bonjour à vous tous. J'aimerais qu'on écoute d'abord, si vous voulez bien, d'abord pour qu'on se souvienne de ce qu'était L'Homme en Noir. C'était d'ailleurs le titre du dernier livre qu'il a publié, où il s'amusait à se mettre en scène, lui, l'homme de télé, en direct d'un JT de télévision avec un meurtrier qui vient le retrouver sur le plateau. Et donc c'était pour lui le moment où, face aux derniers instants, il se retrouvait face à toutes les personnalités qu'il avait pu interroger, rencontrer dans sa vie. Mais il y a un condensé de ce que pouvait être Thierry Ardisson par moment, dans les rires, dans les réactions. Je vous propose de l'écouter. Gère un truc, je vais dire Magnéto Serge. Vous êtes arrivé quand, hier? Il y a 2 jours. Hier, vous avez fait quoi? Non, il y a 2 jours. Vous avez fait Pigalle déjà? We went to a wonderful restaurant. On est allé dans un resto génial hier soir. I don't know how you want sex for tonight? Sex? Wow, are you the broker? C'est une proposition. You want? You're married. It's a pity. I didn't know you could just get that. Je savais pas qu'on pouvait avoir des proxénètes comme ça facilement. Ça va? Je suis un peu fatigué. T'es fatigué? J'ai un truc qui va te réveiller, moi. Ah bon? Ouais. Voici Dieudonné. Une femme superbe veut coucher avec vous, elle vous propose même 1 million d'euros. Personne ne le saura jamais, est-ce que vous êtes d'accord? Direct. Moi je pense que ma famille regarde et non. Ouais. Non, je trouve ça scandaleux de coucher pour de l'argent. Ouais. Mais bien sûr que oui. Mais bien entendu. En plus on ne sait pas. Il n'y a même pas besoin de dire une femme superbe. Ouais mais là tu... Ah oui, une femme. Une femme normale. Moi je vais te dire un mec, pour 1 million d'euros, ramène-moi Shrek, ramène-moi Guy Carrier. Pour 500 000 balles. La télé, c'est un truc, j'y suis allé pour 2 ans, 3 ans. C'était pas du tout, j'avais pas envie de faire ça. Mais c'est le seul endroit où on m'a donné de l'argent pour faire toutes mes conneries. Voilà, le seul endroit où on lui a donné de l'argent pour faire des conneries. Merci à Maxime Toulot pour le montage. On a entendu un peu un condensé de ce que pouvait être Thierry Ardisson, c'est-à-dire d'abord la liberté de ton, bien sûr, et puis on l'a vu, on l'a entendu proposer des filles et de la drogue à Brad Pitt et Matt Damon, qui sont les Américains tétanisés sur le plateau. Et puis on l'a entendu aussi accueillir Dieudonné, c'est-à-dire la place où dans ses émissions il y avait place largement à des personnalités, à des propos sulfureux. Avant de vous entendre autour de la table, j'aimerais qu'on discute avec Franz-Olivier Gisbert. Bonjour Franz. Bonjour Maxime Liédo. Merci beaucoup d'être avec nous. Je voulais absolument vous appeler ce matin parce que vous avez été un pilier, pour pas le dire de façon négative, mais vraiment un taulier des émissions de Thierry Ardisson, notamment de ces moments cultes dans le Faubourg Saint-Honoré qui étaient les immenses dîners de réception chez lui, de débats où on buvait, on mangeait, on discutait. Thierry Ardisson, c'était l'incarnation de la télé qu'on aimait, de la télé libre, Franz-Olivier Gisbert. Ah oui, liberté absolument totale. Alors d'ailleurs, il y avait quelque chose d'un peu de vicieux, faut le dire carrément, dans cette émission, c'est que il y avait du très bon vin avant. On attendait, c'était pour très long, comme toujours avec Thierry, vous voyez, la préparation, voilà, on recommence, on n'est pas sûr. Et donc, on attendait, et pour attendre, on nous servait des vins absolument incroyables. Ce qui fait que, moi, je faisais une sorte de trio, on était souvent ensemble, Pierre Bénichou du Nouvel Observateur,
et puis le grand Philippe Tesson, le fondateur du quotidien de Paris, puis surtout longtemps patron de combat, et on était là, s'arsouiller, on arrivait parfois parce que les vins évidemment étaient inouïs, évidemment, ils faisaient tout pour qu'on craque. Oui. Et puis vous mettez un peu de champagne après par-dessus, ce qui fait que évidemment on était en général un peu défiltrés, mais en fait on s'en foutait. On s'en foutait parce que de nature, on était d'ailleurs tous les trois très défiltrés. Donc, mais ça faisait qu'on était encore plus défiltrés que d'habitude. Et c'était ça, Thierry. C'est-à-dire que vraiment sa grande idée, c'était de faire une émission où on est comme dans la vie, quoi. C'est-à-dire mais ce que vous dites, Franz, pardon, c'est aussi une époque où on aimait le combat des idées, l'affrontement des idées entre toutes les personnes qui étaient sur le plateau. C'est-à-dire que c'était le temps d'une franche engueulade et c'était filmé. Oui, alors ça c'est une autre époque, comme vous le disiez, c'est une époque où parfois on avait des idées différentes. Je vois avec Pierre ou avec Philippe, je pouvais avoir des désaccords, mais c'était pas grave. C'est-à-dire que c'était une époque, vous savez, où je crois qu'il était aussi invité, Claude Cabane, le rédacteur en chef de l'Humanité, qui était une personnalité très forte. On s'engueulait comme du poisson pourri, mais on s'adorait parce qu'on n'avait pas les mêmes idées, mais on pouvait faire la France ensemble, on pouvait, comme dit l'autre, faire France, quoi. Mais c'est important ce mot-là. C'est-à-dire, je pense que il y avait un climat quand même, malgré les noms d'oiseaux, malgré les questions pièges, il y avait quand même un très bon climat, quoi. Parce que, et même si on était très différents. Et ça, je pense que de ce point de vue-là, je vois pas des émissions de ce type aujourd'hui en France. Merci beaucoup, Franz-Olivier Gisbert, d'avoir été avec nous. Je le rappelle, vous étiez vraiment, de fait, un taulier extraordinaire en compagnie de Pierre Bénichou et de Monsieur Tesson, comme on l'appelait. Merci beaucoup d'avoir été avec nous sur Sud Radio après la mort de Thierry Ardisson. Autour de la table, vos réactions, parce que c'est vrai que ce n'est pas seulement la mort de quelqu'un du milieu de la télé. C'était quand même un monument qui nous a tous animés, des soirées, des moments entre amis, dont les discussions, c'était vraiment les sujets qu'on avait le lendemain matin, entre collègues, entre amis, entre famille, Noémie. Oui, il y a beaucoup de gens qui ont d'ailleurs été formés par cette époque, qui ont découvert des personnalités. Je me souviens, moi, personnellement, avoir découvert l'écrivain Frédéric Beigbeder, qui à l'époque était assez jeune, mais qui avait été invité dans les émissions de Thierry Ardisson pour présenter ses livres. Et je me souviens qu'ensuite, j'avais acheté ses livres, et par ailleurs, pendant mon adolescence, c'était l'un de mes écrivains français préférés. Donc, ça veut dire qu'il a marqué une époque, il a marqué à la fois les gens qui ont été invités dans son émission, mais aussi tous ceux qui ont regardé ça derrière l'écran et qui ont découvert effectivement une autre télé. Parce que vous avez posé les mots, quand vous avez dit, au fond, il a incarné une époque, mais peut-être que cette époque aussi s'éteint avec lui. Parce que quand on écoute, comme on a écouté avec vous il y a quelques minutes, les interviews qu'il a pu faire en invitant des acteurs, en proposant des prostituées, on se dit très clairement que ce ne serait pas possible aujourd'hui. Il y aurait des plaintes de l'ARCOM, il y aurait des plaintes de l'ARCOM, sur les réseaux sociaux ce serait impossible. Et au fond, c'est une époque de liberté totale, avec tout ce qu'elle peut avoir comme déviation, comme inconvénient. Mais malgré tout, il y avait cette idée de créer de la surprise, de surprendre, de créer des moments de télévision qui restent ensuite, qui ne sont pas immédiatement pulvérisés par le bruit de fond de l'actualité. Donc c'est une époque qui a changé, c'est une époque qui l'emporte avec lui. Et c'est vrai que, juste un mot, parce que quand même, il décède le 14 juillet, c'était un royaliste, oui, c'est le dernier bras d'honneur, j'ai envie de vous dire, qu'il a pu nous faire, ce grand provocateur, presque. C'est pas le 21 janvier, c'est voilà, c'est ça. Dommage. On se dit que c'est pas un hasard. Non, moi je regarde, alors un souvenir assez mitigé finalement, je mets un petit bémol sur le panégyrique qui vient d'être fait par Franck-Olivier Gisbert et puis par notre collègue. Je trouve qu'il y a deux étapes dans sa carrière au fond. Il y a une étape qui m'a complètement bluffé, c'est la première étape, lunettes noires pour Nuit Blanche. Moi j'avais, comme ça chacun, hors à mon âge, j'avais 25-26 ans à l'époque, c'était en 88-90, ça a duré 2 ans, c'était décoiffant. Lunettes noires pour Nuit Blanche, c'était décoiffant, complètement décoiffant. Ça balance à Paris jamais vu aussi, ça. Alors Pollack, avec Droit de réponse, avait un peu essayé ça. C'était un peu dans la même ligne. Il avait commencé à ouvrir la porte, mais Thierry Ardisson a enfoncé. C'était beaucoup plus disruptif. C'était beaucoup plus disruptif, c'était beaucoup moins tolérant, parce qu'il était très intolérant. Il vous envoyait des vannes, il vous balançait des choses, il vous provoquait, etc. Dans l'émission Double Jeu, notamment, avec cet esprit. Tout à fait. Et puis il avait des invités toujours prestigieux qui se bousculaient pour venir le voir. Donc j'ai trouvé ça très innovant. Il était très innovant. Voilà, c'était un journaliste très innovant. Et je trouve que la deuxième partie de sa carrière était plus caricaturale. Je trouve que il
Il se perdait un peu. Alors après, est-ce que c'était ses problèmes physiques? J'en sais rien. De personnel peut-être, etc. J'ai trouvé moins bon dans sa deuxième partie de carrière. Voilà. Bon, on continue à parler 0826 300 300 si vous voulez vous aussi réagir à ce monument, à la disparition de ce monument de la télévision qui était Thierry Ardisson. Faut le rappeler, disruptif aussi parce qu'il avait commencé dans la pub. C'était un des rares animateurs qui n'hésitait pas à évoquer l'alcool, la drogue, le sexe, ses rapports aussi avec toutes ces addictions qu'il a pu avoir. Vous parliez tout à l'heure, Noémie, de la disparition, de l'avènement des réseaux sociaux. Lui, il a dit c'est très simple. Moi, j'ai arrêté d'aller au partout. De toute façon, à partir du moment où il y avait il y avait le téléphone portable, parce qu'il était hors de question que je me prenne en photo. Est-ce la fin d'une époque? Et surtout, c'est la question qu'on vous pose sur les réseaux sociaux et sur l'application de Sud Radio. Est-ce la fin avec Thierry Ardisson? Est-ce la fin de la vraie télé, de la télé libre? 0826 300 300. On revient après une courte pause. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédot. Encore de nombreuses minutes pour évoquer la disparition de l'homme en noir, Thierry Ardisson, qui a monopolisé l'antenne, les plateaux télé avec sa gouaille, avec son insolence, avec son goût et son talent de fait pour la provocation, mais aussi en lançant des débats de société, des débats télévisuels, en agaçant, en étant un homme en noir qui restera le marqueur d'une époque. C'est ce qu'on disait tous autour de la table. J'aimerais également vous entendre pour nos débatteurs, Noémie Aoulia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich, Benjamin Cauchy. Est-ce que vous êtes d'accord avec ce qui s'est dit un peu précédemment, mon cher Benjamin, sur le fait que c'était le marqueur d'une époque libre qui n'est peut-être plus? Oui, c'était Thierry Ardisson. Thierry Ardisson, c'était l'impertinence. C'était l'impertinence sur le service public. C'était à l'époque où la liberté d'expression avait encore sa place. Sur le service public. Moi, je suis la génération, alors un peu plus jeune que Jérôme, avec tout le respect que j'ai pour lui, évidemment. Ouais, tu dis ça. Je suis plus la génération, tout le monde en parle que. Bien sûr. Voilà, moi, c'est la fin des années 90. J'avais une vingtaine d'années, et effectivement, j'ai le souvenir des blind tests de Philippe Corti. Je me souviens des Magnéto Serge, ou alors quand il a imité le frère de Dalida, Orlando exige le clip. Voilà, il y a des phrases anthologiques qui ont marqué effectivement toute cette aventure télévisuelle. Maxime, la télé d'Ardisson est morte, mais depuis de nombreuses années. Quand le service public a viré Patrick Sébastien, le service public, dans sa liberté d'expression et dans toute sa diversité, a disparu. Donc aujourd'hui, effectivement, on regrette le départ et l'impertinence de Thierry Ardisson, mais l'impertinence de Patrick Sébastien a été mise au placard. L'impertinence de ce que pouvait être Interville avec une vraie vachette a été mise au placard et on l'a remplacée par une vachette en plastique. Aujourd'hui, on fait plus de météo, mais on fait une météo climat sur le service public. Donc effectivement, Thierry Ardisson, c'est une belle époque. On pourrait même aller plus loin en parlant du Coco Larochot dans les années 80 sur TF1. On pourrait parler de cette époque avec les Guignols de l'info. Voilà, c'est toute cette génération. C'était une télé insolente en fait. Fin des années 90-2000, où finalement, je dis pas qu'on pouvait dire ce qu'on voulait. Mais en tout cas, on avait cette capacité de libre expression, et comme le disait Franz-Olivier Gisbert au début de votre émission, effectivement, il y avait cette capacité de confronter les avis et de nourrir le débat. Donc, c'était un débatteur, un provocateur, un débatteur, et on peut lancer un gros clin d'œil à cet impertinent qu'il était. 0826 300 300, parce que forcément aussi auditeurs, en plus d'être des auditeurs fidèles de Sud Radio, vous avez pu être des téléspectateurs fidèles de Thierry Ardisson. Je crois que c'est le cas de Muriel. Bonjour Muriel. Bonjour. Écoutez, j'ai été en train de regarder le défilé du 14 juillet et en même temps, j'ai mis la radio pour aller dans ma voiture. J'ai entendu la nouvelle. Franchement, moi, c'est une époque, comme vous dites tous, qui est révolue parce que maintenant tout est aseptisé. On n'a plus le droit de voir quoi que ce soit. On nous dit ce qu'on doit bouffer. Alors que lui, c'était un homme libre. Et alors, le grand coup de chapeau que je lui mets, c'est qu'il est mort le 14 juillet. Oui. C'est ce qu'on soulignait. Mais qu'est-ce qui vous plaisait, Muriel, quand vous parliez de l'homme libre, de ses émissions? C'était quoi? Vous avez des souvenirs? Oui, son insolence. Moi, je l'ai connu. Alors, il était tout jeune et il commençait à monter sa boîte de publicité. Bien sûr. Il faut rappeler, la paire, il n'y en a pas deux, chaussée aux moines, tout ça, ce sont les slogans de Thierry Ardisson. Ouais, il était venu nous démarcher dans la boîte dont j'étais la directrice commerciale, qui s'appelait, je peux la citer parce qu'elle n'existe plus, Carniato, qui était une grosse boîte italienne. Et c'est comme ça qu'on s'est connus, parce qu'il a fait la campagne pour du panettone, voilà, italien.
Et ensuite, quelques années après, on le retrouve à la télé. Tiens, je me dis, bah, dis donc, il a fait du chemin. Et alors, avec Bastille, ça a été des années. Moi, j'attendais le samedi soir avec impatience. Hein. Mais est-ce que vous vous rappelez aussi, Muriel, de cette période que, en tout cas, j'ai un peu moins connue, mais tout le monde disait, quand on regardait Thierry Ardisson le samedi soir, les conversations qu'on avait le lundi matin avec les collègues autour de la machine à café, c'était ce qui s'était passé. Ah oui, non, mais on parlait que de son émission. Je sais pas. Et puis moi, moi j'ai trouvé Bastille à cette époque-là, il faisait Corti, pareil. Tous les trois, c'était exceptionnel. Ils recevaient des invités, même des grands acteurs américains. Oui, on rappelait tout à l'heure la séquence culte où il propose de la drogue et des filles à Brad Pitt. Non, plus aucune chaîne. Mais comme disait, je ne sais plus votre dernier intervenant, les Guignols, c'est pareil. Benjamin Cauchy. Voilà. Mais maintenant, on a des télés de merde. Je m'explique, c'est vulgaire. Mais alors, je ne sais pas, même dans les années, alors encore plus anciennes que vous, Maxime, vous n'avez pas du tout connu, mais on avait au théâtre ce soir, on nous passait des comédies de boulevard où on rigolait. Que là maintenant, mais qu'est-ce que vous avez comme émission, quoi? On nous sort maintenant sur la TNT, là, je suis tombée l'autre jour sur la T18, là, c'est quoi? C'est la chaîne que des animaux, quoi. Et pourtant, j'adore les animaux, mais c'est n'importe quoi. Merci beaucoup, Muriel, d'avoir été avec nous et de nous rappeler à quel point ce qu'était une vraie télé où on rigolait, où on se rassemblait le début de la semaine avec les collègues pour débriefer ce qui s'était passé dans le petit écran 2 jours auparavant. Et puis cet homme de pub qu'il était, qui a donné ces émissions aussi transgressives, aussi originales, aussi disruptives à la télévision, aussi bien dans la manière de filmer que les plateaux dont on se souvient tous parce qu'ils étaient historiques. Mehdi Aouich, c'est vrai que c'était la télé d'une époque. Oui, c'était j'ai assez peu connu parce que j'ai que 32 ans, donc moi mes souvenirs c'est essentiellement Tout le monde en parle et Laurent Baffy. Donc il y avait quelque chose de très trash dans ces émissions, notamment dans les blagues, les sujets abordés, le drogue, le sexe, la violence. Donc c'était innovant, je pense, pour l'époque. C'était un vrai talk show. Et en même temps, c'était assez confession intime. C'est un mélange de confession intime, d'ironie, de trash, ce qui donnait un effet un peu curieux, un peu vicieux. Le terme est bien employé. Et c'est quelque chose qu'on ne peut plus utiliser aujourd'hui. Il y a vraiment quelque chose de libertaire chez lui. Et en dépit de ça, il maîtrisait aussi bien le fond que la forme. Quand on était une personnalité, qu'on était invité dans ses émissions, je ne pense pas que le moment était très agréable. Il y avait toujours cette confrontation un peu violente, un peu agressive, même des fois odieux, faut le dire. Mais c'était intéressant à regarder et c'est quelque chose ce sont des choses qu'on ne fait plus aujourd'hui. Puis c'était un acharné de travail. Il fallait connaître un peu Thierry Ardisson pour voir que tout était millimétré. C'est-à-dire que c'était des stabilos noirs d'une certaine manière sur des fiches précises qu'il raturait. Il était hors de question qu'il y ait un mot mal écrit ou une rature quelque part. Sinon, il fallait tout recommencer. Ce qui expliquait d'ailleurs souvent la pile de fiches. Donc c'est vrai que on reconnaît aussi les monuments de télé à cette force de travail et à cette façon de s'imposer, de cuisiner les invités, mais c'était toujours absolument rigoureux. Il fallait voir d'où on venait au début des années 80. Les radios libres étaient interdites, je vous le signale. Ça a été autorisé par Mitterrand en 81, mais pendant toutes les années 70, les radios libres étaient interdites. La télé, c'était l'ORTF et tout ça était bien contrôlé par le gouvernement. Tout ça, il y a eu une explosion au début des années 80 et Ardisson en a été le symbole. Et il a très bien pris. C'était un vent de fraîcheur, c'était l'impertinence, c'était dans ses interviews, c'était un peu le système américain d'impertinence au fond, parce que ça existait depuis très longtemps aux États-Unis. Les intervieweurs américains avec les hommes politiques, ils se lâchent, ça c'est très clair. Donc ils sont beaucoup moins flagorneurs que les nôtres. Alors ça a un peu évolué, mais Ardisson il incarnait ça, c'est-à-dire qu'il y allait franco, il n'y avait pas de hiérarchie, il recevait un président de la République, un premier ministre comme un artiste, c'était exactement la même chose, il les maniait de la même manière, c'est-à-dire qu'il leur faisait pas de cadeaux. C'était un peu le début d'ailleurs de On n'est pas couché. Dans On n'est pas couché aussi, il y a eu cette critique de façon beaucoup plus virulente, mais peut-être le début justement, le fait d'inviter des gens et de se permettre de les critiquer, de se permettre de les vanner, de se permettre de les mettre mal à l'aise en plein direct, ça c'est quelque chose que c'est vraiment Thierry Ardisson qui a vraiment mis en lumière tout ça.
C'est vrai, Maxime, vous avez raison, c'était un grand professionnel. C'est-à-dire que tout était millimétré, tout était préparé, on avait l'impression que c'était un petit peu le foutoir. En réalité, c'était du foutoir parfaitement organisé, préparé. Bien sûr. Et puis, tous ceux qui ont travaillé avec lui rappellent sa technique du montage, parce que c'était aussi parfait, parce qu'il, contrairement à beaucoup de personnalités qui adorent le direct, et vous le savez, auditeurs de Sud Radio, ici on est toujours en direct, mais c'était aussi un passionné de montage, parce qu'il disait en réalité, ça peut durer 3-4 heures, les gens boivent, les gens mangent un bout, mais au bout d'un moment, des échanges secrets, des choses se tissent, quelque chose se passe à l'écran, la caméra est dessus, et derrière, on a juste à couper et à monter, et c'était vraiment, d'ailleurs, on lui en a fait le reproche régulièrement. Quels sont les héritiers de Thierry Ardisson aujourd'hui ? On a encore, peut-être pas des héritiers, mais on a encore des grands noms de la télé. Je pense à Marc-Olivier Fogiel, qui dans son style aussi, d'ailleurs souvent en opposition à Thierry Ardisson, a construit un modèle de télé. Noémie, vous parliez de Laurent Ruquier, a produit aussi on va dire un style de télé. Oui, et aujourd'hui, c'est celle qui produit Maxime, maintenant, Benjamin Cauchy. Que ce soit Marc-Olivier Fogiel ou Ruquier, c'est quand même très aseptisé et très conformiste. Pas à l'époque, Benjamin. Pas à l'époque. Rappelez-vous les débuts d'On n'est pas couché avec Nolo et Zemmour. Rappelez-vous les interviews de Marc-Olivier Fogiel sur M6, c'était tout sauf aseptisé. Souvenez-vous l'émission qu'à l'époque, Léa Salamé, il y a un an, elle a osé faire une petite blague sur l'alcool, elle a été obligée de s'excuser. C'est sur la clope. On voit quand même la différence. Ça y est, vous arrêtez de boire et arrêtez de fumer, vous êtes chiant. Vous vous rendez compte, ça a provoqué un nombre de réactions tellement important qu'elle a été obligée de s'excuser, ce qui montre quand même le changement d'époque. Maintenant, alors évidemment, Benjamin parlait du service public, mais il n'y a pas que le service public. Quand vous regardez un peu l'évolution de Canal+, c'est quand même affligeant. Je le dis sans embâche, c'est affligeant. Enfin voilà, moi j'ai connu les débuts de la chaîne, c'était payant, il fallait s'inscrire. Alors il y avait des piratages, etc. Mais il y avait des émissions complètement révolutionnaires. Alors on a parlé des Guignols tout à l'heure, mais il n'y a pas que les Guignols. Il y avait des tas d'émissions qui étaient complètement révolutionnaires. Aujourd'hui, on est dans le formatisme. On est dans une forme d'hypocrisie, parce qu'au fond, la question qui se pose, c'est est-ce que la télé, elle est censée représenter la vie et le quotidien, ou est-ce qu'elle est censée représenter au fond quelque chose d'autre, quelque chose de plus lisse, quelque chose de plus droit, parce que la vie elle est faite aussi de violence, de sexe, d'amour, de choses qui ne sont pas toujours très rationnelles et très droites. Et au fond, la télévision de Thierry Ardisson, elle permettait justement de porter cette réalité-là. Il y avait une forme de vérité dans ce trash qui mettait en scène dans ce spectacle. En ce sens, elle était populaire. Or, aujourd'hui, on fait une distinction entre les deux. Il y a une forme d'hypocrisie qui voudrait que la télévision ne nous représente pas la vie, finalement. Bon, après, on va pas pleurer sur la nostalgie, parce que sinon... Pourquoi Non, pas pleurer sur la nostalgie, mais parce qu'il y a encore des bonnes émissions. Il y a encore de très bonnes émissions. Mais elles sont moins révolutionnaires, elles sont plus aseptisées, elles sont plus conformiste. Voilà. On évoquait Léa Salamé qui lui rend hommage dans ces quelques lignes. On a grandi avec lui, dit-elle. On ne sortait pas le samedi soir pour regarder ses émissions parce qu'il se passait toujours quelque chose, parce qu'il sentait l'époque comme personne, parce que oui, tout le monde en parlait le lundi matin à la machine à café. J'ai aussi, dit-elle, découvert les dernières années l'homme ultra sensible derrière les lunettes noires et puis l'homme amoureux. Fallait voir ses yeux quand il regardait Audrey, à qui je pense ce matin. Rarement vu un homme qui regarde sa femme avec autant d'amour et de tendresse. On parle évidemment d'Audrey Crespo-Mara, qui est la journaliste qu'on aperçoit très souvent, notamment sur TF1, parce que c'est elle un des jokers du 20h. Suite des débats après la mort de Thierry Ardisson, qui a fait beaucoup réagir au 0800 26 300 300. On a aussi besoin de vos commentaires pour un tout autre sujet. Vous allez voir, aujourd'hui 14 juillet, vous avez entendu le chef d'état-major des armées vendredi lors d'une conférence de presse exceptionnelle. Vous avez aussi lu et entendu le ministre des armées Sébastien Lecornu et le président de la République hier soir. C'est ce qu'on appelle une chorégraphie parfaitement orchestrée pour nous dire quoi? Que la France est menacée. Qui dit menace dit préparation. Qui dit préparation dit engagement. Et je vous pose la question ce matin. Êtes-vous prêt à vous engager davantage pour défendre la France? Parce que c'est de ça dont il s'agit. 0826 300 300, réseaux sociaux et application Sud Radio. À tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est la fête nationale, 14 juillet sur Sud Radio. On est en direct pendant encore 40 minutes avec cette question. Êtes-vous prêt à vous engager davantage pour la France? Je vous pose cette question parce que il y a un sondage Odoxa publié ce matin après les différentes prises de parole. Président de la République, ministre des Armées, chef d'état-major des armées. 8 Français sur 10 se disent patriotes. 72 sont pour une hausse des budgets, notamment pour l'armée. Ça va être
être d'ailleurs un exercice assez périlleux. D'un côté, le manche du Rafale, de l'autre côté, la calculette, parce qu'on sait qu'à partir de demain, 16h, le Premier ministre François Bayrou doit annoncer les fameuses économies qui se hissent à un petit montant, 40 milliards, et c'est bien connu, on l'a tous sur notre compte en banque. Mais je voulais vous poser cette question, 0826 300 300. Est-ce que vous, auditeur de Sud Radio, puisqu'on a parlé d'élargir un peu la réserve, de se débrouiller pour que plus de gens puissent s'engager pour la défense nationale, est-ce que vous êtes prêt à franchir ce pas? Autour de la table, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que c'est, Noémie Ralia, quelque chose qu'il faut absolument développer? Est-ce que vous serez prête en effet à potentiellement vous engager davantage pour la France, comme on dit? Oui, mais il y a plusieurs façons de s'engager. Moi, je considère qu'en tant qu'éditorialiste, attaché à la France, d'une certaine façon, je m'engage. C'est une façon de défendre notre pays, je défends ses valeurs, c'est quelque chose qui me tient à cœur, et au fond, on peut s'engager, encore une fois, de différentes façons. Il ne s'agit pas simplement d'aller au front, parce qu'un certain nombre de nos concitoyens aiment leur pays, ils veulent le défendre, et pourtant, ils n'ont pas aujourd'hui les moyens pour aller vraiment se battre si la France est attaquée. Donc, encore une fois, il y a différentes façons de défendre la France. Mais par contre, j'en veux à ceux qui sont aux commandes, et je leur demande à eux de défendre la France. Quand je vois l'état de la diplomatie de notre pays et la façon dont on rayonne à l'international et la façon surtout dont un certain nombre de pays se permettent de nous humilier et de nous cracher dessus du matin au soir, je me dis que ceux qui gouvernent la France, eux devraient déjà bien plus défendre notre pays. Quand on voit c'est déjà l'Algérie, un vernement moral, politique, selon quand vous. on voit l'Algérie, d'accord, quand on voit l'Iran qui se permettent de retenir des compatriotes dans leur prison et qui se permettent de le faire sans qu'il n'y ait véritablement de conséquences, je me dis que là, il y a un problème. Et encore une fois, ce sont d'abord nos gouvernants qui devraient défendre la France et ne le font pas suffisamment, ce qui est quand même une honte et une blessure. Mehdi Reich, analyse politique. Vendredi dernier, avec mon coup de cœur sur le commandement du combat futur, et c'était précisément cette problématique. Sur la diplomatie, il ne faut pas oublier que l'armée, par définition, c'est la diplomatie. Si vous avez une armée faible, question de diplomatie, ça devient compliqué par la suite. Mais sur l'intention de s'engager ou pas, ou de défendre son pays, il y a aussi un autre aspect qu'il faut mettre en avant, c'est que il y a une différence, par exemple, chez la jeunesse, entre les urbains et les provinciaux. Je pense que chez les urbains, chez la jeunesse urbaine, il est moins propice de s'engager dans l'armée, peut-être ou de défendre son pays, parce que la défense du drapeau peut ramener certaines idéologies. On va résumer ça comme ça. Alors que chez des familles, et là c'est plutôt mon cas à moi, qui peuvent avoir une certaine tradition militaire ou qui sont implantées en campagne, le rôle ou la puissance de la tradition fait qu'on est peut-être plus enclin à aimer ce type d'idée. Aujourd'hui, dans la jeunesse, je pense qu'il y a cet écart. Il y a ce distinguo qu'il faut faire, et je ne suis pas certain aujourd'hui, même si le sondage est intéressant, qu'une grande partie de la jeunesse souhaite s'engager, ou du moins de manière patriotique. Mais c'est intéressant quand même ce que vous dites, parce que ce sondage qu'on peut lire ce matin dans le Figaro, le sondage au Doxa à l'occasion du 14 juillet, est très intéressant, parce que j'ai l'impression, si vous voulez, qu'il va quand même à l'encontre de tout ce qu'on peut entendre de manière un peu facile sur notamment les jeunes qui ne souhaiteraient pas s'engager, ou les jeunes qui ne seraient pas patriotes. 68% des 18-24 ans s'estiment patriotes, et même vous parliez des camps politiques, Mehdi, c'est là où c'est assez étonnant, mais peut-être qu'on ne le dit pas suffisamment. 74% des Français se sentant, on va dire, à gauche de l'échiquier politique, se sentent aussi patriotes. 65% à LFI, 84% au PS. Donc peut-être qu'en réalité, l'engagement militaire, le respect de l'armée, l'adoration même du défilé, qui n'est même plus aujourd'hui contesté, Benjamin Cauchy, c'est quelque chose d'universel, et que l'engagement pour la France, c'est peut-être ça qu'il va falloir réussir à provoquer, un engagement universel pour défendre, comme le disait Mehdi, les couleurs du drapeau français. Oui, si le gouvernement souhaite que les Français s'engagent plus dans la défense nationale, il va falloir que nos gouvernants, et là je rejoins parfaitement Noémie, il va falloir que nos dirigeants redonnent l'amour de la France, l'amour du drapeau, l'amour de la patrie à l'ensemble de nos concitoyens. L'avènement du communautarisme, de cet individualisme, ce repli sur soi par communauté, par couleur, par religion, par lieu géographique, ville, urbain, d'origine étrangère ou non, LGBT ou non, catho ou non. Eh bien, en fait, si vous voulez, toutes ces querelles et tout cet élan de communautarisme vient d'un seul fait, pour moi, c'est celui de l'absence d'un supplément d'âme supplémentaire, d'un supplément d'âme qui est celui de l'amour de la France. Donc oui, je pense qu'on pourra... Mais est-ce que vous, par exemple, Benjamin, posons la question concrètement, si demain la réserve ouvre un peu ses critères, qu'il y a des propositions peut-être moins pénibles pour y rentrer, est-ce que vous verriez endosser l'uniforme pour aller défendre la France? Pas tout de suite sur le terrain, mais pour être un réserviste actif.
Bah oui, on ira. Bien sûr, bien sûr. Bien sûr, on ira. Effectivement, quand on prend le micro, on s'engage. Mais bon, alors j'ai 45 ans. Est-ce qu'ils voudront encore de moi? Je commence à devenir... c'est jeune, 45 ans, bien sûr. Demandez à Jérôme Dubu, c'est très jeune. Non, mais moi, je suis dans la réserve depuis des années, donc il ne faut pas me la faire. Mais maintenant, j'ai dépassé l'âge, effectivement. Donc, je n'aurais pu y aller. Sauf si on va chercher les vieux, les très très vieux. Mais moi, je suis officier de réserve depuis des années. Donc, si vous voulez, ça ne me gêne pas. Mais ce que je constate... Alors, entre le sondage et la réalité, vous savez qu'il y a toujours un peu de déchets, n'est-ce pas? Donc entre les 78% du PS, je sais pas quoi, ou les 80% de jeunes qui veulent s'engager et ceux qui iront effectivement au fond, si par malheur il y avait une guerre qui était déclarée, on aura évidemment beaucoup de surprises. Mais cela étant, moi je crois qu'effectivement les valeurs patriotiques n'ont pas disparu. Premier point. Deuxièmement, sur ce que j'ai entendu récemment par le général des armées, le chef des armées, et puis le Premier ministre, le président de la République, le ministre de la Défense cette semaine, on nous dit que au fond l'ennemi majeur c'est la Russie. Bon, alors moi je le regrette parce que la Russie fait partie de l'Europe. Je continue à le dire. Alors, Poutine a une énorme responsabilité sur ce qui se passe, puisqu'il est dans une politique d'agression systématique pour reconstituer l'Empire russe. Ça a commencé par la Géorgie en 2008. Sarkozy a essayé de faire quelque chose qui puisse arriver à un cessez-le-feu. Ça a plus ou moins marché, mais enfin, en tout cas, c'est pas une surprise. On sait que cette politique agressive est la politique de Vladimir Poutine. Pour autant, la Russie appartient à l'Europe. Et un conflit européen entre la Russie et les puissances européennes, militaires, il y en a deux. Il y a la Grande-Bretagne qui n'est plus dans l'Union européenne, mais qui est dans l'Europe physique. Et puis il y a la France. Le reste compte moins, encore que l'Allemagne, il y a quelques réserves. Mais ce serait une folie. Ce serait une folie. Et pourtant, il y a d'autres menaces. Bien sûr. Il n'y a pas que la Russie. On a parlé tout à l'heure plus ou moins de la menace islamiste. Elle est toujours présente. On a démantelé un certain nombre de réseaux. Mais pardon, Jérôme, dans tout ce que vous dites, ça a été aussi mentionné aussi bien par le chef d'état-major que le président en disant que la menace russe était caractérisée et durable, tout en rappelant bien sûr qu'il y avait la menace islamiste. Mais il est vrai que, disons, qu'il n'y a pas beaucoup de pays comme la Russie qui projettent de s'attaquer à des pays européens avant 2030. D'accord, mais la Russie fait partie de l'Europe. Donc si on pouvait trouver... Alors je sais qu'avec Poutine, c'est extrêmement compliqué. Même Trump n'y arrive pas. Donc voilà. C'est un ennemi extérieur. On a quand même... Il y a des ennemis intérieurs. On a quand même une histoire commune avec la Russie, France-Russie. Il suffit de relire le livre d'Hélène Carrère d'Encausse sur le sujet. C'est très forte. Donc moi, je déplore ça. Je suis complètement impuissant. Il y a beaucoup de gens qui sont impuissants, mais je le déplore. Mais c'est aussi une question de souveraineté. Vous ne pouvez pas, la France ne peut pas se présenter comme étant la 5e ou 7e puissance mondiale et avoir une armée qui est complètement à l'os. À un moment, il faut aussi s'engager dedans. C'est aussi une question de secteur industriel, militaire, faut le dire, parce que c'est aussi le militaire produit de la technologie. Donc, il y a la question, certes, de la diplomatie, mais si la France veut peser dans les relations internationales, elle doit être en capacité d'avoir une armée de projection. Bien sûr, mais on sait très bien qu'elle ne pèse plus. Et c'est d'ailleurs ça a été d'ailleurs le but des annonces évoquées hier par le président de la République, à savoir une accélération du budget, des augmentations du budget. C'est 3 milliards d'euros supplémentaires. C'est quoi 3 milliards d'euros supplémentaires? Quand Emmanuel Macron vous allez a pris, acheter quelques drones avec 3 milliards d'euros. Donc, non, mais c'est 3 milliards d'euros supplémentaires par rapport déjà au budget prévu par la augmentations qui sont là depuis une interview donc ça fera une loi de programmation militaire à 64 milliards plutôt qu'à 56. C'est pas mal en tout. J'ai écouté hier une interview du général Dutartre qui disait qu'au fond on avait une centaine de rafales et qu'il nous en faudrait à peu près 3 fois plus. Et qu'au fond, effectivement, vous avez raison, notre armée est plutôt à l'os et c'est... Regardez sur les chars Leclerc, on peut considérer que c'est une bonne nouvelle malgré tout de prendre les devants et c'est la décision d'Emmanuel Macron. Suite du débat sur Sud Radio, 11h31. On se retrouve dans quelques instants en effet avec cette question. Est-ce que vous, 0826 300 application Sud Radio et réseaux sociaux, est-ce que vous vous sentiriez prêt à vous engager davantage pour défendre la France? Rien que ça. À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Allez, la dernière ligne droite pour vos grands débats de l'été en direct sur Sud Radio. Nous sommes toujours en direct et autour de la table pour débattre en compagnie de Noémie Raolia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich et Benjamin Cauchy. Et on était en train de parler de ces différentes prises de parole pour nous alerter sur les différentes menaces et de ce sondage qui dit que bien sûr les Français sont patriotes à une grande majorité. Bien sûr qu'à une grande majorité, ils sont pour une hausse des budgets. La loi de programmation militaire sera donc augmentée, mais faut-il
s'engager davantage pour la France? Parce que pour la énième fois, rappelez-vous, on essaye en réalité de réanimer le service militaire. Est-ce que vous considérez autour de la table, par exemple, que déjà ça a été une erreur peut-être de le supprimer, Jean Dubu? Moi, vous avez fait votre service militaire. Je suis peut-être le dernier qui l'a fait sur ce plateau, donc je peux en parler si c'est sûr. Bon, c'était assez emmerdant, il faut bien le dire. Même moi, si je l'ai fait dans des conditions assez correctes, mais 1 an c'était long. Après, on l'a ramené à 10 mois, puis finalement Chirac en 96 l'a supprimé. Bon. Je ne vois pas très bien matériellement et financièrement comment on pourrait le rétablir. Pour plusieurs raisons. D'abord parce qu'on n'a pas les budgets nécessaires. Deuxièmement parce que tous les centres militaires qui étaient des casernes ont été quasiment tous vendus. Et que troisièmement, l'armée de métier, au fond, elle est peut-être très efficace. On l'a pas vu encore, on l'a vu en Afrique, notamment au Sahel, etc. Elle était plutôt efficace, même si on s'est retiré pour d'autres raisons que des raisons militaires. On n'avait pas perdu le terrain. Il était tenu, le terrain, par nos armées. Donc c'est peut-être un faux ami que de dire on va rétablir les services militaires. Moi, je vois Noémie qui dodeline à vos côtés, un peu dubitatif. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec vous. C'est-à-dire que sans doute que pour des raisons pratiques, ce serait difficile de le remettre en place, mais malgré tout, je pense que d'un point de vue symbolique, ce serait extrêmement fort. Je connais bien cette question dans un autre pays, qui est Israël. Et en fait, ce qui est extraordinaire avec cette armée-là, qui est pas une armée de métier justement, mais qui est une armée dans laquelle tout un chacun doit à un moment donné dans sa vie s'investir. Ce qui est très intéressant, c'est que ça permet justement de dépasser les clivages et de créer vraiment une nation. Et là, les problèmes de communautarisme qu'on a en France, qui fait que les gens ne se fréquentent plus, qui fait que les gens restent dans leur milieu, dans leur communauté et ne se côtoient plus et ne discutent plus entre eux, eh ben l'armée, ce serait un extraordinaire moyen justement de faire en sorte de recréer une nation, de recréer quelque chose de commun malgré les différences, parce que malgré tout, lorsque des êtres se retrouvent pendant X temps dans une caserne, ils vivent des choses en commun, ils partagent des choses en commun, ils se réunissent pour défendre un drapeau, pour défendre en l'occurrence la France. D'accord, mais la comparaison avec Israël, elle est un peu fallacieuse parce qu'Israël est un État en guerre. Oui, mais on va vers des temps. Vous avez entendu le discours d'Emmanuel Macron, il vous explique malgré tout que notre pays pourrait être amené à entrer en guerre aussi dans les années qui viennent. En plus, Israël n'a pas attendu d'être en guerre pour immédiatement est-ce que l'armée de conscription serait plus efficace que l'armée de métier? Moi, c'est la question que je me pose. Non, parce que le ministre des Armées dit que ce sera, on va dire, ce sera excessivement complémentaire. Il est hors de question de ne pas avoir une armée de métier. En revanche, devenir, je cite selon ses mots dans la tribune du dimanche hier, avoir une armée de réservistes, en tout cas des réservistes beaucoup plus formés. Il faut les entraîner. Vous n'allez pas les balancer sur le champ de bataille comme ça. Mais le ministre actuel des Armées est en train de réformer. Emmanuel Macron hier disait qu'il fallait soutenir l'armée, il fallait que toute la nation se mette à soutenir l'armée. Et outre encore une fois le fait d'aller ou non sur le terrain, l'idée de se réunir, de partager quelque chose en commun, de dépasser les clivages, de gens de différentes communautés qui se réunissent pour le matin, à 6h du matin, sur le drapeau français, je trouve que ce serait magnifique. Excusez-moi, moi je l'ai vécu, la levée des couleurs tous les matins. Ça n'empêchait pas qu'il y ait des déserteurs, que les gens... Mais il y aura toujours des déserteurs, il ne s'agit pas qu'il n'y aura pas de déserteurs. Si on nous avait mis sur un champ de bataille, on était incapable de tirer 3 coups de fusil. Il ne s'agit pas d'aller sur un champ de bataille. Je vous parle de l'idée de réunir les gens à un moment donné de leur vie. Mais ça n'existe plus. Vous avez déjà été regardé amoureusement, mais c'est exactement le regard qu'a pour vous actuellement Benjamin Cauchy depuis tout à l'heure quand vous défendez le service militaire. Benjamin, je vois un homme conquis. Je vois un homme conquis. Là, je bois les paroles de Noémie. Je partage complètement sa vision. Alors effectivement, l'armée, le service militaire, effectivement, Jérôme, tu as raison. Hein, ça coûterait extrêmement cher, mais après c'est une question de volonté. On est bien capable de financer le Festival d'Avignon. Alors pourquoi pas? C'est des choses. C'est pas de la même ampleur, excuse-moi. Non, mais ça se compte en dizaines de milliers qui sont faits. Par-delà cela, la levée du drapeau, on n'est pas obligé de le faire dans les casernes. On pourrait déjà le faire dans les écoles primaires, leur apprendre dès le plus jeune âge à aimer la France et à aimer notre pays. Bah oui, Maxime, oui, absolument. C'est pas un gros mot que d'être patriote. Et ça, pour le coup, ça fait des années que je m'en prends plein la tête, parce que j'ai toujours dit que j'étais fier d'être français et que moi, j'ai aucun scrupule à mettre le drapeau français sur ma maison. Sauf que lorsque je mets le drapeau du Stade Toulousain
mes voisins applaudissent, et lorsque je mets le drapeau français, je me fais passer pour un facho. Quand vous regardez comment ça se passe aux États-Unis, malgré les communautarismes extrêmement puissants aux États-Unis, le drapeau américain fait œuvre de rassemblement, quoi. Donc voilà. Donc commençons déjà par redonner l'amour de la France et le goût de la France dans tous ces symboles. La Marseillaise à l'école, la levée du drapeau dans les écoles, ce n'est pas un gros mot. Amen. Je sais. Ah oui, donc on en est au niveau de la prière. Écoutez, on est le 14 juillet, c'est le seul jour où on a vraiment le droit d'aimer la France. Alors non, mais là-dessus, on est tout à fait d'accord qu'il faut redonner effectivement du goût au patriotisme, etc. Mais est-ce que ça passe par une armée qui est une armée de construction? J'en suis pas certain. Voilà. Parce que je crois qu'il faut arrêter de faire croire qu'on peut le faire. Je pense qu'on ne peut pas le faire. Voilà, c'est tout. C'est toute une volonté. Honnêtement, je pense qu'on ne peut pas le faire. Pas tous en même temps. C'est surtout concevoir l'armée comme le dernier élément sociabilisant pour la France. Je pense pas que ce soit son rôle premier. L'armée, elle n'a pas forcément ce rôle social. D'autant plus pour en avoir parlé des militaires, et notamment un militaire assez important dernièrement, c'est qu'il y a un problème de communication qui vient de l'armée, c'est qu'il y a une différence par exemple entre la marine et l'armée. Communication, quand on l'appelle la grande muette, oui, déjà c'est un sujet. Le problème, c'est que de fait, ils ont du mal à parler aux politiques, généralement quand ça concerne l'armée de terre. Et elle est uniquement dépendante du ministère de la Défense, alors que la Marine, elle est dépendante du ministère de l'Intérieur, du ministère de l'Armée, du ministère des Affaires étrangères. Elle a une autre mission, elle est peut-être plus enclin à attirer. Il faut qu'il y ait un problème de communication aussi. C'est un débat. La politique, c'est une question de priorité. Vous choisissez où je demande aux amis auditeurs, s'il vous plaît, actuellement, la parole aux auditeurs au 0826 300 300. Bonjour Denis. Bonjour à vous, bonjour toute l'équipe de Sud Radio qui est là pendant les vacances. Mais oui, on vous lâche pas, les jours fériés, les vacances, mon cher Denis. Vous étiez en train de nous écouter et c'est à vous aussi que je pose la question. Est-ce que ce débat vous anime? Est-ce que vous, Denis de Saint-Étienne, vous êtes prêt à vous engager pour la France? Écoutez, d'abord, je vais vous dire la vérité, je suis né en 1963, donc bien sûr, si la France était attaquée de l'intérieur ou de l'extérieur, je serais prêt à aider mon pays. Alors peut-être pas, bien sûr, je suis trop vieux, parce que j'ai plus de 60 ans, mais en tant qu'ambulancier... C'est jeune, Denis, voilà. C'est dans la tête, là, je vous le savais. Bienvenue au club, Denis. Moi, je suis très jeune, mais croyez-moi, je suis excessivement vieux, par exemple, vous voyez. Je pense que, comment vous dire, on devrait, à l'école, inculquer aux enfants l'histoire de France, que des gens en 14-18, puisqu'elle n'est pas très bien apprise en école, que ce soit primaire ou secondaire, on doit apprendre le sacrifice qu'a fait le peuple français sur tous les monuments aux morts pour se battre contre les Allemands. Et même celle de la Deuxième Guerre mondiale, qui n'est pas très apprise, dont les gens n'y connaissent rien, où on voit qu'ils ont tous des visions un peu, je sais pas comment dire, un peu bizarres. Ça manque peut-être de passion, de fierté, c'est ça que vous voulez nous dire, Denis? Oui, exactement. Il faut dire que la France ne s'est pas toujours rendue comme on veut bien nous le faire croire en mai 40, où il y a eu quand même une histoire politique à raconter. Il y a eu une partie qui s'est rendue, malheureusement, mon cher Denis, malheureusement. Ensuite, est-ce que je suis pour une armée de conscription? Je vais vous dire la vérité, oui. Revenir, ce que Jacques Chirac a fait, détruire l'armée de conscription, il n'aurait jamais dû le faire. Bon, à l'époque, c'était bien, il aimait bien se faire voir. Les jeux, c'était pour lui, faire voir que, regardez, je vous ai écouté. Mais je pense que s'il y a une menace extérieure, il faut revenir à ça. Après, bien sûr qu'on a l'arme atomique, donc on ne reverra pas, et j'espère, ce que la France a connu 5 ans d'occupation, qui fut vraiment une occupation barbare de la part de l'armée allemande. Et bien sûr des collabos français, bien sûr, qui se sont un peu comme toutes les élites qui voient qui sont occupées, eh bien ils se mettent du côté du plus fort. Voilà. Merci beaucoup Denis d'avoir été avec nous, enfin Denis, compatriote Denis, au vu de vos mots. Merci beaucoup de nous avoir appelés au 0826 300 300, l'appel pour le réarmement, peut-être d'abord, ce que vous disiez Noémie, d'abord un réarmement moral avant de passer à un réarmement physique, militaire, à commencer par les élites. Exactement, parce que vous savez, au fond, il était très intéressant ce dernier témoignage, parce que ce monsieur nous expliquait qu'il était difficile pour lui de sortir le drapeau français, parce que il y a une connotation parfois négative, ce qui est quand même extraordinaire dans un simple pays. Le fait d'être patriote peut vous ranger, pour dire les choses très clairement, chez les fachos. Donc ça, c'est quand même assez extraordinaire. On parle beaucoup ces derniers jours des menaces extérieures. On parle de la Russie, on a parlé, vous avez vu le discours du chef des armées qui parlait de la Russie, de l'Iran et de la Chine comme étant les grands États concurrents, comme il les appelait. Maintenant, il y a des menaces qui sont intérieures. Et ça, vraiment, il faut en prendre conscience.
à l'intérieur du pays, vous avez des gens qui considèrent qu'on ne peut pas défendre ce pays. Je vous rappelle que la députée de la France Insoumise, Danielle Obono, ne chante pas la Marseillaise. Elle est députée de la Nation. Elle siège à l'Assemblée nationale. Donc il y a des forces qui détestent la France. Elle ne siège plus à l'Assemblée nationale, mais malgré tout, elle a été députée. Et vous avez des forces anti-françaises en France. Et c'est très important, au fond, en tout cas, elle représente une force qui existe dans notre pays et qui, à mon sens, est en train aussi de détruire ce pays de l'intérieur. Et donc oui, il faut réinsuffler un idéal et on doit pouvoir... Elle a dit beaucoup de choses. En tout cas, elle représente une force anti-française qui existe dans notre pays et qui malheureusement s'exprime encore trop souvent. Est-ce que l'armée française est en capacité encore de se défendre? Est-ce que la France peut à nouveau améliorer son armée? C'est en tout cas quelque chose, et c'est un sujet qu'on abordera en profondeur à partir de 12h30. 2025, le moment du réarmement ou le moment où on risque de revivre cette étrange défaite. Rappelez-vous de ce livre qui avait malheureusement prédit ce qui allait arriver au moment de la Seconde Guerre mondiale. On en reparlera notamment avec Stéphane Morin. Il a écrit ce papier justement fascinant dans la revue politique et parlementaire en disant attention, oui, on peut se réarmer, mais attention au risque d'étranges défaites si derrière la machine politique et la machine industrielle ne suivent pas. Dans quelques instants, la fin des débats avec les coups de cœur et les coups de gueule de chacun. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On va conclure cet espace de débat, d'actualité. Alors là, on a échangé. Je peux vous dire que la France, c'est le 14 juillet, c'est le drapeau bleu, blanc, rouge chez l'armée, mais c'est aussi cette franche engueulade, comme ça a été le cas durant cette heure et demie de débat ici en studio, toujours avec Noémie Raoulia, Jérôme Dubu, Mehdi Reich et Benjamin Cauchy. Et on va terminer en tout cas, on va aller jusqu'à midi avec vos coups de cœur et vos coups de gueule. Je commence par vous, Benjamin Cauchy. Un coup de cœur encore sur l'augmentation du budget de la défense. On était en train d'en parler, c'est lié avec le sujet qu'on a quitté à l'instant. C'était le bon moment, j'imagine, pour vous. Enfin, on y est. Oui, voilà. Et puis alors, notez quand même dans les annales de l'histoire de Sud Radio que j'ai porté un coup de cœur au discours d'Emmanuel Macron. Hein. Oui, alors là, je suis à la renverse. Hein. Tâchez de tenir debout encore quelques instants. Ça va être difficile. On va vous ramener un petit peu d'eau fraîche. Ça va bien se passer. Non, mais plus sérieusement, enfin une prise de conscience. Bien sûr, pendant des années, on a vécu un angélisme absolument catastrophique. On a perdu notre crédibilité militaire, soyons bien clairs. Heureusement que le général de Gaulle nous a permis d'avoir l'arme nucléaire. Sinon, aujourd'hui, nous serions une risée. Je ne parlerai pas des choix stratégiques du président de la République, mais tout simplement le fait qu'effectivement, il va falloir réarmer notre armée, au-delà des crédits militaires qui vont devoir être portés. Et là, le gouvernement va devoir trouver effectivement des économies, mais je crois que lorsqu'il y a de la volonté, il y a de la possibilité. La seule question de se dire, c'est il ne faut pas augmenter les impôts. Et la deuxième chose que j'ai envie de dire, c'est début février, début mars, me semble-t-il, Monsieur Lombard, vous savez, celui qui nous sert de ministre de l'économie, avait annoncé qu'il y aurait une sorte de livret défense. Quid de ce livret défense? C'est comme une bouteille à la mer, on n'a pas eu de nouvelles. Et puis la deuxième chose aussi, c'est de libérer un petit peu les chakras de notre industrie financière. Moi qui travaille au quotidien avec la base industrielle, technologique et de défense, je peux vous assurer que leur gros souci, c'est de trouver des financements. Et donc aujourd'hui, c'est quand même plus facile de faire financer, je ne sais pas moi, une plantation inclusive de baobab au fin fond de la forêt amazonienne que de financer une industrie de l'armement. Il y a le greenwashing qui interdit au titre des acronymes ESG, de responsabilité sociétale et environnementale de nos gros groupes financiers, font qu'aujourd'hui, vous, Maxime, avec votre assurance vie, si vous en avez une, ou avec votre PER, que je vous souhaite avoir, eh bien, vous ne pouvez pas... C'est mal me connaître, mais c'est gentil. Voilà. Donc, écoutez, si vous avez un souci, on peut s'appeler en hors antenne. Il est comme Ardisson, il a du fric. Plus sérieusement, il y a effectivement un effort de l'État, mais il y a aussi un effort des organismes financiers, des institutions financières qui doivent se voir lever ces verrous pour permettre le financement de notre industrie. On en parlera tout à l'heure à 12h30. C'était le coup de cœur de Benjamin Cauchy, dont on a appris qu'il y avait une véritable fascination pour des plantations de baobab. Il faut absolument que je me renseigne. Merci beaucoup Benjamin Cauchy pour ce coup de cœur. Coup de gueule cette fois-ci de la part de Noémie Raoulia, justement sur hier 14 juillet. On le sait, c'est la liste de ceux qui ont le droit à la Légion d'honneur, et un nom a quand même facilement été remarqué, c'est celui de Gisèle Pellicot. Tout le monde était unanime, sauf vous. Voilà, bon, je vais commencer déjà par dire que j'ai quand même beaucoup de respect pour Gisèle Pellicot, parce qu'elle a affronté son mari violeur avec force et courage tout au long de son procès. On lui doit
toute la compassion et tout le respect qui sont dus à ceux qui ont traversé les grandes tragédies. Mais rappelons que la Légion d'honneur n'est pas un pansement. Elle a été créée par Napoléon en 1802. Elle récompense, je cite, les mérites éminents acquis au service de la nation. C'est la plus haute distinction française. On l'obtient après avoir agi, servi, inventé, sauvé la France, mais pas pour avoir été victime. Pour rappel, parmi ceux qui l'ont obtenu, le général de Gaulle, Simone Veil, Pierre Brossolette, on parle ici de figures qui ont changé la France parfois au péril de leur vie. Donc ça montre bien qu'il y a une sorte d'abaissement du niveau. Gisèle Pellicot, lui, elle a évidemment du mérite, elle a du mérite dans sa vie personnelle, mais enfin, on est vraiment là dans le tropisme moderne de l'héroïsation des victimes. Or, la souffrance ne fait pas un héros. Elle exige, Gisèle Pellicot, un soutien, mais pas forcément des médailles. Elle mérite la justice, mais pas forcément les honneurs de la République. C'est mon point de vue. Merci beaucoup Noémie pour ça, et c'est vrai que c'est une décoration qui fait toujours beaucoup parler. Vous aviez raison, je crois que tous les 3-4 mois en France on a le droit à ce débat, la Légion d'honneur, est-ce qu'on la donne beaucoup trop souvent, parce que ça va en effet de Lynn Renaud aux grands pâtissiers, aux joueurs de foot, donc c'est vrai qu'elle a perdu de ce sens extraordinaire que vous évoquiez. Décadence. À tous les niveaux, parce qu'on devait parler de l'école. On ne refera pas le débat sur la décadence française. L'héroïsme, c'est vrai. Pour le coup. L'héroïsation des victimes. Non, mais c'est quoi un héros aujourd'hui, c'est quoi en temps de paix, c'est quoi un héros? On peut se poser la question. C'est quelqu'un qui défend la France. Il y a des soldats qui sont à l'autre bout du monde pour défendre le drapeau français. Gisèle Pellicot, elle mérite largement sa Légion d'honneur. Voilà. Peut-être que l'époque a changé, comme il y a beaucoup moins de combattants, qu'il faut quand même, vous parliez de ceux qui ont fait avancer le pays, peut-être que Gisèle Pellicot, par son engagement, a permis de se rendre compte de certaines choses qu'il fallait récompenser par l'État. Dernier coup de cœur, c'est le vôtre, Jérôme Dubu, c'est vous qui allez conclure cette séquence. Très rapidement, un coup de cœur, d'abord parce que il a très bien joué hier, contrairement à ce qui a été dit. Deuxièmement, il a gagné. Et troisièmement, je trouve qu'en un mois, il a réussi à revenir dans le jeu, à gagner, alors que c'était pas du tout évident. Moi, je l'ai vu sortir de Roland-Garros complètement défraîchi. Enfin, j'avais l'impression que pendant 6 mois, on n'allait plus en parler et que il allait faire une mini-dépression. Il est quand même passé à 3 balles de match de la victoire à Roland-Garros que personne n'imaginait, puisque je vous rappelle qu'il sortait contraint et forcé d'une période d'inactivité, puisqu'il avait été un peu condamné pour dopage, vous vous en souvenez. Un peu, oui. Il arrive à Roland-Garros, il est en finale, il a failli gagner à 3 balles de match près, et on a l'impression que quand il sort du cours de Roland-Garros, il va traverser une période très difficile. Or, en un mois, il arrive à se réarmer psychologiquement. Comme la France. Et exactement, psychologiquement, je dis bien, pas militairement, et a gagné hier contre le tenant du titre. Alors, moi, j'ai pas d'amour particulier pour Yannick Sinner. Je préfère plutôt Alcaraz, parce que je le trouve assez génial, plus que Sinner, mais il faut reconnaître que ce type a une volonté incroyable. Alors, on a connu déjà des champions de tennis par le passé, et d'autres, Djokovic, etc., Connors, Lendl, etc., qui étaient des bêtes psychologiques. Là, j'ai l'impression qu'on est dans ce schéma-là. Donc, coup de cœur à Sinner. Merci beaucoup, Jérôme Dubu, merci à tous d'avoir été autour de cette table pour débattre de l'actualité du jour, et notamment en début d'émission d'avoir rendu hommage, on le rappelle, à Thierry Ardisson qui nous a quitté tôt ce matin, le royaliste qui part le 14 juillet. Merci Noémie Raolia, journaliste essayée. Je rappelle aussi votre livre La terreur jusque sous nos draps, c'est aux éditions Plomb. Jérôme Dubu, vice-président de France-Israël, Mehdi Reich, analyste politique, et Benjamin Cauchy, chef d'entreprise que je vais devoir appeler si jamais je veux ouvrir un PEL conséquent. Merci à tous d'avoir été avec nous à l'antenne ce matin. Dans quelques instants, hommage bien sûr à Thierry Ardisson à midi avec notre journaliste média Gilles Gansman, et à partir de 12h30 en ce 14 juillet, une question bien française. L'économie de guerre, est-ce une illusion française? 2025, le moment du réarmement, ou mieux peut-être, ou pire peut-être, le moment de l'étrange défaite? On revient dans quelques instants sur Sud Radio, à tout de suite. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. Et comme tous les jours dans vos grands débats de l'été après-midi, on retrouve Joseph Ruiz. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour à tous. Avec vous, on doit faire le tour du tour tous les jours. Donc vous allez nous raconter le Tour de France, et vous nous racontez déjà le Tour de France à travers 3 mots que vous avez choisis. Et aujourd'hui, ils sont Ardisson, Rodensky et Toboggan. Exactement. Alors oui, car malheureusement, l'homme en noir, Thierry Ardisson, est décédé ce lundi à 76 ans à Paris. Alors Thierry Ardisson
Ardisson n'avait pas de relation particulière avec la grande boucle. En revanche, on se souvient de séquences cultes dans Tout le monde en parle avec Richard Virenque par exemple. C'était en 2002. Il avait été deuxième du Tour de France 97, le coureur, et il est accusé de dopage. Il est exclu du Tour de France et après avoir nié pendant 27 mois, il passe aux aveux en 2000. Ardisson lui pose la fameuse question qui tue. On l'écoute. Richard Virenque, si vous étiez sûr de gagner le Tour de France en vous dopant, mais sans être pris, est-ce que vous le feriez? C'est-à-dire gagner le Tour de France en me dopant sans être pris, oui. On rallume. Et voilà, Ardisson, il savait quand même tirer quelques vérités de la part de ses invités. Et à ce moment-là, il faut s'imaginer une France qui vit au rythme de l'affaire Festina depuis plusieurs années. Et Richard Virenque, il sort un livre et ses paroles sont rares. Et c'est la raison pour laquelle c'est devenu un véritable fait de société. Mais quand on met les pieds chez Ardisson, on se fait cuisiner. Et pas souvent, pas toujours même sur les sujets attendus. En l'occurrence, Richard Virenque parle notamment, par exemple, de sexe. Vous préférez quoi dans le sexe? L'acte charnel. Quand sa femme prend la pilule, ça il aime bien. Non, le plaisir. Est-ce qui vous dégoûte dans le sexe? Que ça dure jamais assez longtemps. Ah ouais. Vous êtes un éjaculateur précoce, Richard? Non. Pourtant, non, mais... Mais malgré tout. J'ai une capacité d'endurance, mais toujours on aimerait aller plus loin. Vous savez qu'il y a des produits pour ça. Incroyable, Ardisson. Génial. Il y avait vraiment que lui pour mener ce genre d'interview. Ouais, totalement. Il faut s'imaginer vraiment que Richard Virenque, à ce moment-là, était très très populaire. 5 fois meilleur poids, c'était quelqu'un d'extrêmement populaire en France. Mais comme on l'a dit tout à l'heure, c'était sans doute c'est la fin de cette télé très libre, Joseph. Le deuxième mot. C'était un autre temps, en effet. Le deuxième mot pour parler du Tour de France, c'est Rodensky. Oui, Rodensky. Alors c'est un nom de famille, celui de Nick Rodensky. Dans une ancienne ville, Nick Rodensky traquait les terroristes et aujourd'hui, il est sur le Tour de France. Qu'est-ce qu'il fait sur le Tour de France? Il cherche des moteurs. Il dit: je ne suis pas du genre à détourner le regard. Si nous trouvons quelque chose, ça va faire du bruit. Rodensky, c'est exactement. Alors tout à fait. Alors qui est Rodensky? C'est un Américain et depuis 2024, il est le chef de la lutte contre la fraude technologique à l'Union cycliste internationale. C'est l'UCI. C'est un fléau qui flotte un peu comme un spectre au-dessus du peloton, qui est de plus en plus rapide. Donc on soupçonne certains d'avoir des moteurs dans les vélos. Et ce qu'il dit, Rodensky dit: j'ai travaillé dans la lutte antiterroriste et un jour il y a un idiot qui a essayé de faire sauter un avion en plaçant une bombe dans sa semelle, et maintenant tout le monde doit enlever ses chaussures à l'aéroport. Et il dit que c'est la même chose dans le cyclisme. Donc à l'arrivée, les cyclistes, certains en tout cas qui sont sélectionnés, doivent filer leur vélo à l'arrivée des étapes. Si la fraude technologique est souvent évoqué, le seul cas approuvé dans le cyclisme pro, il remonte à 2016. C'est une jeune Belge qui avait 19 ans et elle avait dissimulé un moteur aux mondiaux de cyclocross espoir. Depuis, les milliers de contrôles ont été réalisés. Pour le moment, sans nouvelles trouvailles, mais on attend que Dick Rodensky en trouve un, peut-être. Bien sûr. Et on termine par le dernier mot pour boucler la boucle. Finalement, c'est le mot toboggan. Oui, toboggan, car c'est un peu ce à quoi ressemble l'étape du jour sur le Tour de France. On va traverser le Puy-de-Dôme. Ça monte, ça descend, ça ne fait que ça. Plus de 4000 mètres de dénivelé. Alors ça, c'est pour les connaisseurs un peu. Jusqu'au volcan d'Auvergne et le mont Doré, le Puy de Sancy. On vous conseille de ne pas rater cette étape, franchement, car elle est l'une des plus spectaculaires cette année. En plus, on est un jour férié. Habituellement, les coureurs du Tour de France, ils se reposent. Et là, ce sera pas le cas. Vu qu'on est le 14 juillet, ils doivent monter sur le vélo. Mes pronos, je vois potentiellement une échappée l'emporter. C'est un peu du 50-50, mais allez, on va dire Lenny Martinez. C'est dans le risque, Joseph. On va tenter Lenny Martinez, un Français, jour de fête nationale, et en survivant de l'échappée matinale devant Tadej Pogacar. Merci beaucoup, Joseph Ruiz, tous les jours dans vos grands débats de l'été après-midi. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. On voulait aussi vous faire réagir aux auditeurs de Sud Radio au 0826 300 300 à cette mort qui nous a beaucoup marqué, qui a marqué le monde de la télé. C'est évidemment la mort de Thierry Ardisson, parce que il a tout révolutionné. Il a révolutionné la télé, il a révolutionné bien sûr la manière d'interviewer, il a révolutionné les plateaux, les génériques, et on voulait en parler avec vous. Gilles Gansman, bonjour. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous. Vous êtes évidemment, on vous connaît sur Sud Radio, le journaliste média de cette antenne. C'était attendu, la mort de Thierry Ardisson ces derniers jours. Votre regard aiguisé sur ce milieu, comment vous définissez l'homme en noir à travers les décennies dans lesquelles il a occupé le petit écran ?
Thierry Ardisson, c'était un provocateur et c'était un publicitaire. Et quand on est publicitaire, on cherche à provoquer les choses pour qu'on retienne une marque ou qu'on retienne les séquences. Et c'est pour ça qu'il a fait la différence, car il savait avant tout le monde ce qu'on appelle maintenant le buzz. Lui, le buzz, il le faisait 20 ans avant. 20 ans avant, on l'a entendu dans les extraits qu'a passé Joseph Ruiz. C'est-à-dire que c'était un provocateur, ce qu'on appelle un provocateur. Mais un provocateur, c'est quelqu'un qui met ses tripes sur la table. Hein. Ça veut dire qu'il pouvait avoir des retours de bâton très violents. C'est quelqu'un qui a été souvent viré de ses émissions parce qu'il ne faisait aucune concession. Mais c'était avant tout un publicitaire, puis un homme de presse aussi. Hein. Et puis des émissions, vous le disiez Gilles, provocateur, mais des émissions qui ont marqué l'époque. Tout à l'heure, le nombre de témoignages qu'on a eu d'auditeurs qui nous disaient en réalité la discussion le lundi matin à la machine à café, c'était ce qui s'était passé dans l'émission de Thierry Ardisson le samedi soir. Et vous savez pourquoi? C'est parce que Thierry Ardisson n'a jamais présenté une émission qui n'était pas la sienne. C'est-à-dire tout le monde a des formats ou des formats américains qui sont rachetés ou des formats anglais ou des jeux. Mais lui, il a toujours présenté que des émissions qu'il a créées. C'est pour ça que c'était à la fois un publicitaire et un créateur. Ban de minuit, Télézab, Lunettes Noires, Hardimat. Tout le monde en parle, Salut les terriens, bien sûr. Mais oui, et puis ça Paris balance derrière, à Paris. Première. Ah oui, où c'était chez lui quand même, où il recevait. Faubourg Saint-Honoré, c'était chez lui, bien sûr. Mais oui. Et puis il y a eu Happy Hour aussi avec Stéphane Bern. Je ne sais pas si vous vous souvenez. Si, cette émission avec les blind tests. Exactement. Et donc oui, les blind tests, on lui doit aussi, on lui doit tellement de choses à Thierry Ardisson, que c'était un amoureux. Après, moi, j'ai connu l'homme, puisqu'il a été le producteur de Ligne de Mire. C'était la première émission sur... il y a eu Télé Dimanche et après Ligne de Mire. Mais il a aussi eu un regard sur les médias. Moi, il a été mon boss sur Ligne de Mire, qui était une émission présentée par Jacques Chancel. Je peux vous dire que quand en réunion, vous avez Thierry Ardisson et Jacques Chancel... ça fait des étincelles. Mais Gilles, assez fou. Vous soulevez quelque chose que je trouve, on dit trop peu, on vante encore après le décès de l'homme en noir, sa créativité, ses idées, son génie, sa façon de penser la télé, d'être iconoclaste. On vante trop peu ce que vous êtes en train de soulever, c'est-à-dire en réalité le travailleur. C'était non seulement, alors c'était assez étonnant, parce que quand vous alliez, il avait des fiches. En fait, à chaque fois qu'il interviewait avec le stylo noir, etc. C'est un rituel, les fiches de Thierry Ardisson. Ouais, absolument. Moi, je les ai vues en vrai, donc c'était assez impressionnant. Bon, on a tous connu aussi le fait qu'il déposait aussi toutes les marques. Ça, c'était très impressionnant quand vous étiez au bureau avec lui, où il avait une idée comme ça qui sortait, et il appelait un assistant ou un stagiaire, et il avait plein de formulaires pour aller déposer les marques, et il déposait les marques, il en déposait 3 à 4 par jour. Bon, après, il y a eu le Minitel aussi qui a été une révolution pour déposer les marques. Alors, il adorait ça, il prenait son Minitel et il déposait les marques. Et puis, faut pas oublier aussi un autre de ses très très grands succès à Thierry Ardisson, c'est quand il s'est associé à Daniel Philippaki et qu'il a été le patron de l'Écho des Savanes. L'Écho des Savanes était un journal très satirique et très politisé. Et puis ensuite, il a fait Entrevue. Entrevue est une création d'un journal qui a eu un succès fou. C'est rare les magazines qui sont créés et qui existent encore et qui ont un tel succès. Donc moi, c'est ce que j'aimais chez lui. Après, c'était un esprit entrepreneurial. En réalité aussi, c'est ce qui explique sa longévité, parce que dans la façon de s'entourer, dans les différentes activités qu'il a occupées, vous êtes en train de le rappeler, c'était aussi un esprit excessivement entrepreneurial, patron, directeur, animateur, producteur, il avait énormément de casquettes. Et oui, et après, alors je peux vous dire, là pour le coup, il n'y a pas beaucoup de gens, des gens qui peuvent vous raconter ça, mais nous, vous savez que dans le métier, on a des confs de rédaction pour décider de ce qu'on fait et de l'organisation. Nous, les confs de rédaction, ils avaient lieu au Bristol, à l'hôtel qui a un palace à Paris, pour nos éditeurs, le Bristol, et donc on avait rendez-vous à 21h ou 21h10, là c'était champagne pour tout le monde, il y avait des tables avec le champagne et on faisait les confs de rédac au Bristol, et après, on finissait à 22-23 heures. Des fois, on disait à Thierry, non mais faut qu'on fasse les confs de rédac le matin avec un café. Il en était
Plus tard dans la vie, quand il a vieilli, il en était capable. Mais à l'époque où je l'ai connu, moi, de ligne de mire, tous les soirs, j'étais au Bristol, plus ou moins vacillant avec l'alcool. Ah oui. Mais après, c'était très admiratif parce que il avait des idées. On ressortait de là en disant mais quel génie quoi sur des interviews, mais sur des ce que vous dites, Gilles, c'est aussi une phase de l'homme en noir qu'on a énormément adoré. C'est-à-dire que c'était le luxe, c'était l'argent, c'était le sexe, c'était l'alcool, c'était la drogue. C'est-à-dire que Thierry Ardisson, c'est quelqu'un aussi qui a duré parce que tous ces aspects-là qui auraient pu être décriés chez d'autres, chez lui étaient totalement assumés. C'était un homme de fête. C'était un homme qui était sincère avec l'amitié et qui aimait profondément la fête et qui aimait profondément les gens. En tout cas, de son entourage. Il avait ce côté-là de vouloir être entouré. C'était assez étonnant d'être avec lui à certaines réunions. C'était quelqu'un qui était parfois touché par la grâce, qui avait une idée, il tirait le fil et c'était assez fantastique. Après, il s'est mis dans une frange où il a jamais fait beaucoup de prime time. C'est un homme mais d'ailleurs, il détestait le direct. Thierry Ardisson en direct, ça n'existait pas. C'était un talent pour le montage qui était extraordinaire. Oui. Je me souviens de certains animateurs qui avaient été chez lui, notamment à l'époque de TF1, et qui disaient de toute façon, je n'irai plus chez Ardisson. Je cite, il m'a niqué au montage. Fin de citation. Mais bien sûr. Mais parce que Thierry Ardisson, comme tous les gens de ce métier-là, avait un ego très fort, et l'idée c'était de se mettre en avant. Donc évidemment, suivant les interviews et le montage, il arrivait à se mettre en avant. Mais ça aussi, ça faisait partie du show. Le montage fait partie du show. Lorsqu'il y a un film au cinéma, ils vont monter la meilleure séquence, même si elle a été truquée, même si ça a été fait sur fond vert. Et ben il avait ça. Vous savez pourquoi? Parce qu'il venait de la pub. Bah oui. Et dans la pub, on ne garde que le meilleur surtout. On garde que le meilleur, et puis on vous apprend à mentir sur un produit. Gilles Gansman, vous êtes notre journaliste média. Parmi tout ce que vous évoquez, et ça sera ma dernière question, quelle est peut-être l'interview, la séquence télé avec Thierry Ardisson que vous, connaisseur de l'homme, de ce métier et de cet environnement, de ces dernières décennies de télé, vous gardez en mémoire? C'est compliqué, mais moi je trouve que l'interview où la star s'interview lui-même était une révolution. Les Quand séquences, on voit Gainsbourg face à Gainsbourg, l'auto-interview, mais vous imaginez, parce que maintenant on a la technologie. Mais en fait, il était en avance. Quand on voit maintenant des choses sur TikTok ou quand on voit le buzz, lui, il avait déjà inventé tout ça. Et l'auto-interview, ça pourrait être sur TikTok, ça pourrait être une séquence sur les réseaux sociaux. C'était tellement fait intelligemment. Et c'était incroyable d'avoir Gainsbourg qui interviewe Gainsbourg. Non bah évidemment. Merci beaucoup, Gilles Gansman, d'avoir été à l'antenne de Sud Radio ce midi pour évoquer et puis pour apporter en effet votre expertise, votre analyse sur ce qu'a été l'homme en noir et à quel point il a révolutionné le petit écran et le petit écran, lui qui avait l'habitude d'occuper nos samedis soirs, notamment. Dans quelques instants, 0826 300 300 pour échanger avec nous et partager peut-être à l'antenne ce qu'était la télé. Tout à l'heure, on disait ce que c'était la fin de la vraie télé, la télé libre, la télé authentique, la télé où on pouvait s'engueuler avec du buzz, du sexe, de l'alcool, de la drogue, d'accord, mais une télé où en réalité tout ça on le savait, c'était un peu pour le spectacle, il n'y avait rien de grave. La télé où on s'amusait. 0826 300 300. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. Et 10h-13h, Maxime Liédo. Tous les jours, un peu avant 12h30, vous savez que le standard est à vous. Le camarade Manu est déjà dans son fauteuil, prêt à vous accueillir. 0826 300 300 pour réagir à ce que vous avez entendu durant l'émission, à l'actualité qui est en train de se faire. Et c'est le cas de vous, Xavier. Bonjour. Bonjour Maxime, bonjour Sud Radio. Merci beaucoup de nous appeler. Vous êtes du côté de Bordeaux, c'est ça, ou vous avez réussi à vous échapper en vacances là? Ah ben là on est en vacances, on a changé de lieu de vacances, on est à côté de Danduz dans le Gard. Oh, et alors c'est où précisément à côté de Danduz dans le Gard? Alors vous connaissez Alès, c'est à côté de Nîmes, très bien. Pour être plus large, Nîmes on va dire. D'accord, très bien. Et là vous avez réussi à embarquer, vous y êtes en famille, vous êtes chez des amis, vous avez pris un petit hôtel ou un camping sympa?
Ah ben, ma femme a la chance d'avoir une petite maison de familiale là-bas, un mas on appelle ça, avec on est parti avec les deux petits enfants et le chien évidemment. Oh le bonheur. Vous avez bien choisi votre épouse, bien joué Xavier, très bon choix. Très bon choix Xavier. Non, vous vouliez réagir sur l'antenne de Sud Radio à la disparition de Thierry Ardisson, parce que pour vous, un peu ce qu'on a entendu lorsqu'on a appris la nouvelle, c'était quand même l'incarnation d'une certaine époque, d'une certaine télé. C'était quoi? C'était la liberté de ton, la liberté de penser? Oui, exactement. C'était la liberté de ton, la liberté de penser. Moi, ça m'a ému ce matin quand j'ai entendu son décès là sur l'antenne de Sud Radio. Ce matin, j'entendais ça. J'ai été un peu ému parce que c'est vrai que c'est un personnage marquant de la télévision. Moi, quand j'avais une vingtaine d'années, quand j'écoutais à l'époque, il n'y avait pas les réseaux sociaux, tout ça, et son émission, elle détonnait. Elle était vraiment très originale dans le PAF parce que, en fait, c'était un des rares, voire le seul, à donner la parole à des personnages sulfureux. On entendait parler d'histoires incroyables. Je pense par exemple à celui qui vendait de la drogue aux hommes politiques, il donnait la parole à beaucoup de gens comme ça, et c'était marquant. Je me souviens aussi évidemment de Laurent Baffy, qui était son acolyte, le sniper sur le plateau. Et les deux, encore il y a quelques semaines, s'appelaient les frères, c'est-à-dire que les deux avaient un immense respect, Laurent Baffy parce qu'il avait conscience de la place que lui avait offert Thierry Ardisson, et Thierry Ardisson parce qu'il se rend bien compte que beaucoup de séquences cultes, notamment de Tout le monde en parle, étaient le résultat des vraiment des moments exceptionnels de Laurent Baffy avec des blagues devinées à l'instant. Ah ouais, Baffy, il est très bon sur l'impro, il faisait des blagues toujours en one shot, c'était très très fort. Et vous en avez quelques-unes en mémoire, par exemple, là, Xavier? Là, en mémoire, j'en ai pas, mais ce que j'ai en mémoire qui je pense a marqué beaucoup de Français, c'est le fameux Magnéto, Serge. Ah bah bien sûr, Serge Calfon, qui était le réalisateur de l'émission, bien sûr. Ah, c'était énorme. Et puis il a fini sa carrière, on peut en parler rapidement, c'est que je crois que ça a fait le buzz là récemment dans le PAF, justement, il est passé à la télé dans l'émission de Léa Salamé, il a un peu ouvert sa gueule sur le sujet de Gaza. En disant que c'était digne d'Auschwitz, ce qui se passait là. Alors il est toujours dans la provoque, il a toujours des mots parfois qui dépassent peut-être sa pensée. En tout cas, il a osé en parler, il a osé, et c'était sa personnalité, c'était quelqu'un qui osait dire les choses, qui allait dans la provoque, et ça faisait du bien dans le PAF parce qu'aujourd'hui le PAF c'est un peu insipide. Vous voyez, si on veut trouver des contenus un peu provoques, aujourd'hui il faut aller plutôt à la radio ou sur les réseaux sociaux. Mais c'est vrai que c'est dur de trouver la liberté de parole, la liberté de ton dans les chaînes classiques, mis à part encore à la radio, chez Sud Radio par exemple, on a toutes les paroles qui s'expriment, et sur les réseaux sociaux. Aujourd'hui à la télé, quand on regarde la télé, moi je regarde tellement peu la télé maintenant parce que c'est insipide, on n'a plus les Thierry Ardisson de l'époque. On n'a plus des gens qui nous empêchent de tourner en rond, qui nous provoquent, qui ont quelques propos comme ça, qui nous font réfléchir quand même. Merci beaucoup Xavier d'avoir appelé le 0826 300 300 et d'avoir fait le slogan de Sud Radio au standard, c'est-à-dire d'avoir parlé vrai. Je vous souhaite de très très bonnes vacances, profitez de tout votre petit monde et visiblement de cette petite maison pas loin de Nîmes. Petit Vénard. Xavier, merci beaucoup de nous avoir appelé sur Sud Radio. Dans un instant, un sujet beaucoup plus sérieux qui a fait l'objet d'une de nos discussions durant les débats, c'est évidemment l'armée française. Et à l'heure où tout le monde parle d'économie de guerre, de réarmement, de menaces à nos portes, et qu'on parle de milliards et de milliards ajoutés à la loi de programmation militaire, est-ce que nous en sommes sûrs? Est-ce que la France a encore les capacités de donner, on va dire, un peu de poids, de muscler son armée? C'est en tout cas l'objet de notre débat avec Stéphane Morin dans un instant, qui est expert en défense et qui est senior en politique publique, qui a écrit cet article justement sur, oui, bien sûr, l'économie de guerre, oui, bien sûr, le réarmement français, mais malheureusement, on connaît les immenses verrous de la France. Est-ce que nous ne sommes pas plutôt sûrs de nous diriger vers une étrange défaite? À tout de suite sur Sud Radio. Sud Radio, les débats de l'été, 10h-13h, Maxime Liédo. C'est un sujet qui méritait qu'on prenne le temps de s'y pencher, le temps de comprendre, le temps aussi de quand même regarder les chiffres en ce jour de 14 juillet, l'étrange réarmement, le retour tragique d'une illusion bien française. C'est la question que pose Stéphane Morin, senior en politique publique, expert en défense. Bonjour. Bonjour Maxime, merci beaucoup pour votre accueil. Merci à vous d'être avec nous. Vous avez fait un grand texte dans la revue politique et parlementaire précisément sur ce sujet, et vous n'avez pas fait que livrer vos humeurs, vos commentaires sur tout ce qu'on entend ces derniers temps sur la loi de programmation militaire. Faut-il
Plus de missiles, moins de missiles? Si oui, combien? Si oui, pourquoi? Non, vous avez fait mieux que ça. Vous avez véritablement produit un texte en vous interrogeant sur la capacité de la France à atteindre les objectifs fixés par les dernières déclarations, en rappelant ce qui s'était passé entre 1938 et 1938, c'est-à-dire au moment du Front populaire, et avant l'étrange défaite. Étrange défaite, on le rappelle pour nos auditeurs toujours, livre de Marc Bloch qui prédit et qui traduit et qui explique parfaitement l'aveuglement des élites, l'enquistement français à ne pas voir que l'ennemi se rapproche et qui en réalité connaîtra la fin qu'on connaît, c'est-à-dire bien sûr l'invasion allemande, la collaboration et l'écrasement par l'Allemagne en tout cas qui a percé la ligne Maginot en 2 temps 3 mouvements. Mais on a eu ces derniers jours, commençons par cela si vous voulez bien, une chorégraphie. Le chef d'état-major des armées, le ministre également des armées qui s'est beaucoup montré, on pense hier à sa grande interview dans la Tribune du dimanche, puis la prise de parole du chef de l'État hier en disant la menace russe est durable, elle s'installe, on va augmenter les augmentations prévues dans la loi de programmation militaire, on va mettre les moyens. Est-ce que, quand vous écoutez, lisez, entendez ça, vous êtes rassuré sur le fait que la France pourra, oui ou non, tenir ses objectifs, Stéphane Morin? Le 4e mouvement de cette chorégraphie que vous oubliez, c'est la parution aujourd'hui de l'actualisation de la revue nationale stratégique, qui en effet confirme ces éléments de langage qui sont plus que des éléments de langage, qui sont des réalités. Cette menace russe qui est aux frontières de l'Europe, qui a agressé l'Ukraine voici 3 ans maintenant, et qui nécessite pour notre pays en effet une prise de conscience générale. Et je pense que cette chorégraphie, cette scénographie, ce champ, enfin cette stratégie de communication a été très pensée, très réfléchie pour mobiliser les opinions autour de ces objectifs qui sont non seulement ceux du réarmement, mais aussi ceux de la conscience du peuple. Notre pays manque justement de culture historique, ou en tout cas a tendance à oublier les épreuves et les échecs, les défaites qui ont été les siennes. On pense bien évidemment à la débâcle de 1940, mais il y a eu un effort précédemment qui a été la loi de programme de 36-38. Un budget à plus 40%, aujourd'hui 2024-2030, un budget à plus de 40% pour cette loi de programmation militaire. Il y a quelques similitudes qui en effet interrogent. Et on y reviendra, mais tout à l'heure, vous à l'instant, vous venez de parler de la nécessaire prise de conscience, de la chorégraphie orchestrée. J'ai envie de dire, je ne comprends pas. Parce que ça fait 2 ans que notamment que le président de la République évoque le fait qu'on est en économie de guerre, qu'on parle de déverrouiller les crédits nécessaires pour nos industriels. Pour vous, quand vous avez signé cette tribune, je le rappelle, l'étrange réarmement, le retour tragique d'une illusion bien française, c'était il y a à peine quelques jours, c'est que pour vous, le compte n'y est pas, nous ne sommes pas réellement en économie de guerre? Je pense que l'économie de guerre est d'abord une formule qui a le mérite de poser les enjeux, qui est en effet celui d'une économie qui doit s'adapter à ce temps de menaces. Menaces qui ne sont pas nouvelles. Je rappelle juste pour mémoire qu'en 1994, il y a eu un livre blanc sur la défense, commandé par Édouard Balladur, livré par Marc Solon, premier vice-président du Conseil d'État, vice-président du Conseil d'État, et qui indiquait dans l'un de ses scénarios la réémergence d'un adversaire systémique, en l'occurrence la Russie. Il y avait une perspective de préparation sur une échelle de temps qui était de la décennie. Qui imagine Vladimir Poutine envoyer un Bristol avec une invitation pour Emmanuel Macron ou ses adversaires européens pour les convoquer à 6h du matin dans une clairière et se livrer à un duel jusqu'au premier sang? On en est vraiment loin. Et aujourd'hui, les commandes publiques tardent à arriver, les budgets sont en tout cas notifiés, il y a des retards de paiement, il y a plusieurs... Ça, on y reviendra parce que vous avez raison d'aborder le sujet, mais dans votre note, vous décrivez en effet que le ministère des armées est malheureusement pénalisé par certains points, et j'aimerais qu'on y revienne simplement avant de rentrer dans le détail de votre note et de cette actualité qui nous monopolise en ce 14 juillet. À quel moment vous avez eu la sensation que nous pouvions nous rapprocher d'une étrange défaite? J'étais il y a quelques mois à la Fondation du Souvenir Français, et il y avait une lecture de passage de L'étrange défaite de Marc Bloch, qui est un livre que j'invite vos auditeurs à parcourir. Ils peuvent également lire la nouvelle revue nationale stratégique, qui n'est pas un roman de plage par ailleurs. Marc Bloch, dans L'étrange défaite,
pose un certain nombre de constats qui sont en effet la défaillance de l'État, la défaillance de vision des politiques et finalement la difficulté qu'il y a à mobiliser des gens qui sont perclus d'habitude, qui sont enfermés dans leur vision, qui n'a rien à voir avec le réel. Les éléments de langage qui ont été avancés et l'évocation de l'économie de guerre, si elle n'est rien d'autre, malheureusement, qu'une stratégie de communication, a néanmoins le mérite de poser des constats qui sont réels. Cette menace russe, la montée de l'ensauvagement du monde, et on l'a vu avec la façon dont la France a été sortie de l'Afrique. On le voit au Proche et Moyen-Orient, on le voit avec l'Iran, on en perçoit déjà les frémissements avec Taïwan, et en particulier avec l'Ukraine. Donc, écouter ou relire Marc Bloch permet en effet de bien prendre conscience de cette... L'histoire ne se répète pas, mais il y a des hoquets qui sont quand même très inquiétants, et en l'occurrence, il y a des similitudes qui valent qu'on s'y intéresse. Rappelons alors, dans ce cas-là, ce qui ouvre votre note, je le rappelle, réarmement français, est-ce que c'est le risque d'une tragique illusion à la française? Vous avez le mérite de poser la question, Stéphane Morin, et vous dites, le contexte n'est pas à l'identique le même, bien sûr, mais il y a des similitudes, vous le rappeliez, qui sont très importantes. Rien que dans le contexte historique, vous rappelez en effet que si là, la Russie, on est encore en train de se poser la question, mais va-t-elle réellement envahir l'Europe? Va-t-elle réellement provoquer l'OTAN? Qu'est-ce qu'on peut se poser comme question? Vous rappeliez qu'en réalité, en 1938, c'était déjà les nazis qui avaient, ou l'Allemagne nazie, qui avait remis en question les accords de Versailles, et qui avait dit, bon écoutez, tout ça ne nous va plus, on va commencer à faire nos affaires de notre côté. C'est-à-dire que, est-ce qu'on peut faire un parallèle entre peut-être le fait d'avoir sous-estimé la menace de l'Allemagne nazie en 36-38 et le fait qu'on sous-estime encore aujourd'hui la menace russe? L'appareil de guerre allemand, dès l'accès au pouvoir d'Adolf Hitler, a entrepris de réarmer. L'Allemagne nazie s'est totalement réarmée. La Wehrmacht en 1933 comptait 100 000 hommes. En 1939, elle en alignait 1,5 million. Elle envisageait elle produisait 5000 avions par an, là où la France, dans sa stratégie envisagée sous le Front populaire, fabriquait à peine 1000. Si l'on ajoute à ça aussi une stratégie combinée de moyens mécaniques et de stratégies opérationnelles, le Blitzkrieg notamment, on voit qu'en effet, il y a eu une véritable réflexion sur une stratégie de conquête et d'envahissement. Je me souviens, il y a quelques années, on évoquait la Russie comme un pays qui n'avait que, je cite, que le PIB de l'Italie. Bon. Et c'est très frappant ce que vous dites, parce qu'on entend encore ça aujourd'hui. Quand on parle du risque de la Russie, on dit que c'est un nain économique, que ça ne représente, je crois, que 2% du PIB mondial, que c'est semblable au PIB de l'Italie. Donc est-ce qu'on est dans la même mécanique, peut-être, de réflexion, en grande partie pour se protéger? Il y a une illusion qui est celle du temps que l'on achèterait en faisant des lignes de crédit budgétaire. Il y a une illusion qui est celle de la mobilisation d'un écosystème industriel, technologique et de défense, qui par ailleurs sort, je tiens à le rappeler, avec la fin de la guerre froide, d'une économie de survie. Les grands groupes, les PME et aujourd'hui les start-up ont eu à subir de nombreux affres. L'État ne commande pas, l'État ne tarde à s'acquitter en fait des sommes qu'elle doit. Elle demande à l'industrie d'innover, elle demande à l'industrie qui travaille sur les études amont à ses propres frais. Je rappelle qu'il y a un grand groupe industriel français qui est supposé fabriquer un porte-avions nucléaire nouvelle génération, qui autofinance aujourd'hui cette réflexion et ces études. Il y a quelque chose qui ne va pas et qui ne sonne pas comme une économie de guerre. Là où la Russie, précisément, loin de récupérer des puces sur des machines à laver, comme on peut le dire, passe et c'est aujourd'hui malheureusement la grande tragédie que connaissent les Ukrainiens, de 500 drones qui sont engagés chaque jour et on le verra au mois de septembre, à peu près 1000 à 1200 qui frapperont quotidiennement les villes d'Ukraine. Vous parliez du risque de décalage qu'il peut y avoir entre la réflexion, la décision politique et le fait que ça arrive sur le terrain concret, que ce soit les industriels, les militaires ou autres. Et il faut bien rappeler que dans la période que vous employez pour comparaison 1936-1938, avant l'écrasement de la ligne Maginot par l'Allemagne nazie, et la comparaison avec aujourd'hui, c'est que ce décalage-là à l'époque, entre la prise de décision et la prise de conscience, elle
elle est absolument fatale. Et quand on voit, nous, notre retard à l'allumage, et je ne parle même pas du niveau européen, est-ce qu'il y a un décalage qui peut être similaire, en tout cas un décalage intellectuel qui nous aveugle? On est dans une période qui a, évidemment, il y a comparaison des paraisons, mais entre 36-38 et donc la défaite de juin 40 et aujourd'hui, il y a différents éléments qui sont intervenus. Déjà d'une part, notre ennemi n'est pas à notre frontière immédiate. Nous sommes à 2500 km de Moscou. Là où la Russie a déjà eu du mal à pénétrer en Ukraine, tragiquement, mais elle l'a fait. Et il y a un élément particulier. Donc il y a une profondeur stratégique, géographique et stratégique. Et il y a aussi la dissuasion nucléaire. Cette dissuasion nucléaire qui est crédible, qui est contestée à mains égards, mais qui appelle à un redimensionnement aussi des forces conventionnelles. Donc oui, cette vision, ce constat d'un ennemi qui se réarme et finalement déroule son programme, c'est... comment dire, oui, sa vision, sa stratégie, son ambition politique, alors qu'un pays comme la France lui-même est sujet à une forme de... En même temps où on veut à la fois faire une économie de guerre et mais à la fois c'est-à-dire mais oui, à la fois faire des économies, c'est ce que vous alliez dire, continuer à effectivement à se conformer à une doxa du rabot pour réduire les politiques publiques, alors que précisément on en est à 3400 milliards de dettes publiques aujourd'hui. Une goutte dans l'océan, bien sûr, comme on le sait tous. Est-ce que dans ce que vous dites de la stratégie de l'État, le nôtre actuellement, l'État français, est suffisamment stratège? Parce que c'est ce que vous dites à un moment dans votre note, il y a une telle efficacité aussi à partir de 1940 que l'État devient absolument stratège. Vous rappelez que le budget militaire augmente de 40%, vous l'avez dit, ça atteint 15% du budget de l'État, mais surtout, il y a la nationalisation des secteurs stratégiques de l'armement, que ce soit terrestre, aérien, naval, il y a la création de sociétés nationales, il y a des nominations à droite et à gauche pour faire vraiment bouger la machine d'État et la machine de guerre, il y a un plan ambitieux de rééquipement de l'armée, bref, on a vraiment toute une machine qui se remet en route. On n'a pas l'impression que ce soit le cas aujourd'hui, Stéphane Morin. La base industrielle de technologie et de défense souffre encore de nombreuses rigidités, et cet État stratège qui a l'ambition, à travers cette loi de programmation militaire, qui, je le rappelle, fixe des objectifs en matière capacitaire, en matière d'équipement. C'est la feuille de route pour, là, en l'occurrence, qui va de 2024 jusqu'à 2030, la loi de programmation militaire. Absolument, et donc le président de la République hier soir, à l'hôtel de Brienne, dans les jardins du ministère des Armées, a rappelé qu'il fallait accélérer le tempo, et donc l'objectif qui était d'aller jusqu'en 2030 a été de raccourcir cette loi de programmation militaire jusqu'à 2027 et d'organiser à l'automne un débat sur une actualisation de cette loi de programmation militaire pour augmenter précisément cette cadence à la fois de production et puis peut-être aussi de résoudre les difficultés qui ont été rencontrées ou qui sont rencontrées par les industriels auxquels on demande de produire plus vite, mieux, moins cher, sans argent. Mais sans argent. Notamment. Suite de la conversation dans quelques instants sur Sud Radio avec Stéphane Morin, qui est l'auteur de cette note, L'étrange réarmement, le retour tragique d'une illusion bien française. Je vous rassure, c'est une question. Allons-nous nous rééquiper à temps avant peut-être l'affrontement d'un danger russe à la frontière de l'Europe qui pourrait arriver dans quelques années? Ou allons-nous malheureusement subir encore l'histoire une deuxième fois comme en 1940 au moment de l'étrange défaite? C'est le débat qui nous a mis et la discussion se poursuit dans quelques instants. Vous êtes bien sur Sud Radio, à tout de suite. C'est un débat absolument passionnant, qui plus est un 14 juillet. La France est-elle prête pour se réarmer, pour affronter les dangers de demain? On a beaucoup de termes, on parle d'une armée bonsaï, on parle d'une armée éparpillée, d'une armée échantillonnaire, mais quand on écoute les déclarations, chef d'état-major des armées, président de la République, ministre des armées, on se dit, ça y est, la France est en capacité de se remuscler, et on a cette discussion avec Stéphane Morin, qui est toujours avec nous, expert en politique publique et expert en défense, qui signe cette note dans la revue politique et parlementaire, L'étrange réarmement, le retour tragique d'une illusion bien française. Et vous faites cette comparaison avec 1936-1938, avant la défaite écrasante pour la France par l'Allemagne nazie et le franchissement de cette ligne Maginot qui devait tous nous protéger et qui a été une immense illusion. Parlons de ce qui se passe actuellement. La loi de programmation militaire, quels sont les objets de vos inquiétudes? Parce que pourtant les chiffres sont là, on parle de milliards, on parle de près de 60 milliards, on a parlé d'une base industrielle et de défense, vous l'évoquiez, qui est prête. Vous vous dites, attention, il y a encore de la rigidité, il y a encore de la lenteur, il y a une différence entre l'administration et la violence de la guerre. Le tempo
l'accélération du tempo voulu par le président de la République, annoncé hier soir lors de son allocution, détermine une loi de programmation militaire qui, en 2027, atteindra les 64 milliards d'euros. 64 milliards d'euros, c'est à peu près, en plus des augmentations qui étaient prévues, 6,5 milliards qui vont être abondés en 2 ans. Il vise à renforcer la capacité militaire, bien sûr, dans ce qu'il appelle l'ère des prédateurs. Mais tout cela, c'est pour anticiper un conflit de haute intensité. Expression qui finalement doit notamment avec là aussi un rendez-vous qui est de 3 à 4 ans. Donc, en fait, une échelle de temps qui n'a rien à voir peut-être avec les ambitions de nos adversaires systémiques. Et les urgences, d'ailleurs, vous dites dans votre note quelque chose qui est stupéfiant, dont on parle absolument jamais dans le débat public. S'il y a déjà un problème de trésorerie naturelle en France, on aura l'occasion d'en parler demain parce que François Bayrou prend la parole pour trouver les 40 milliards d'économies. Il y a ce sujet qui est que non seulement beaucoup d'industriels n'ont pas encore reçu les budgets adéquats, mais en plus vous expliquez qu'en quelque sorte, le ministère des Armées est déjà endetté avec le report de charges qui est très préoccupant. Est-ce que vous pouvez nous expliquer de façon assez pédagogique, et je vous fais confiance pour ça, Stéphane Morin, ce sujet des reports de charges qui mine déjà l'opération qu'on est en train de nous vendre depuis 2-3 jours? La loi de programmation militaire est assez déstabilisée, fragilisée par la trajectoire budgétaire qui est sous tension. Comme je l'indique dans ma note, le report de charges, qui est déjà préoccupant, et qui illustre bien cette dégradation de la situation. Qu'est-ce que vous appelez le report de charges? Report de charges, c'est... finalement vous arrêtez de payer, vous ne payez pas, vous reportez. Donc on peut dire qu'il y a potentiellement pour le ministère des Armées, pour qu'on comprenne bien et que ce soit vraiment fluide et limpide, il y a comme des impayés déjà du côté, une note si vous voulez, du côté du ministère des Armées, c'est ça? Invoquer l'impéritie du Parlement et de l'Assemblée nationale qui, en censurant le gouvernement, l'amène à revoir la copie et finalement retard de l'adoption des budgets de défense est assez facile, puisque dès 2022, il y avait déjà 3,9 milliards de retard de paiement. Et là, on va atteindre pour 2024 près de 7 milliards. Donc, en effet, les décisions qui vont être présentées par le Premier ministre demain vont permettre finalement d'ouvrir les robinets et peut-être, nous l'espérons, d'éponger certaines dettes, certains déficits auprès des industriels. Mais il y a un décalage ce décalage montre qu'il y a une forme d'insincérité dans ce budget. On a une ambition, on aligne des chiffres. Une insincérité dans le budget. Ah, c'est vraisemblable, oui. Ces retards-là qui ont été soulignés par la Commission de la Défense et des Affaires étrangères du Sénat, de façon là aussi très pédagogue, mais la Cour des comptes elle-même en rend compte. Il est difficile d'imaginer à quel point, en effet, les industriels, parce que malgré tout, les budgets qui sont votés sont destinés à équiper nos armées, à renforcer les capacités et les moyens. Typiquement, on en est encore à quelques jours de munitions. On a des stocks de quelques jours uniquement de munitions en cas de conflit de haute intensité. Tout cela finalement montre que, au-delà des mots, il y a une réalité qui est beaucoup plus inquiétante. Et vous avez entendu ce petit débat, parce que c'était d'ailleurs une des recommandations, vous en parliez au début de notre entretien, de la Revue nationale stratégique, sur la nécessité à un moment de créer, alors comment le faire précisément, mais une nouvelle forme peut-être du service militaire, service national universel, nous l'avons déjà testé, on a vu ce que ça donnait. Est-ce que vous, justement, pour que la France, on va dire, puisse s'équiper, puisse se mettre immédiatement, on va dire, en conditions réelles, la manière d'appeler certaines personnes à venir défendre le pays, comme l'a suggéré Emmanuel Macron, est-ce que ça vous paraît être une belle chose, une bonne chose? Tout d'abord, ce service national universel présente un coût. Imaginons une classe d'âge qui représente à peu près 800 000 jeunes. 800 000 jeunes qu'il s'agirait d'encadrer, qu'il s'agirait de former. Aujourd'hui, les armées françaises ne comptent que 210 000 militaires d'actifs. Ce qui en soi est assez inquiétant. La Russie, c'est 1 500 000 militaires. Lorsque le service national a été suspendu, donc en fait supprimé, 30% d'une classe d'âge bénéficiait d'une exemption, ne faisait pas ce service militaire. Donc, mais au titre de soutien de famille. Enfin, les gens qui avaient des difficultés financières, des familles, etc., ne voulaient pas. Pourquoi? Parce que gagner 10 € par jour, c'est pas très rentable. Le service national universel, lui,
a voulu sensibiliser les jeunes à des problématiques à la fois militaires, mais plutôt sociétales. En fait, c'était une espèce de, comment dirais-je, de camp scout géant avec des conférences. Voilà. La Cour des comptes a estimé qu'il faudrait 5 milliards d'euros pour assurer une formation d'une classe d'âge, une formation complète d'une classe d'âge, l'intégralité d'une classe d'âge, aux enjeux de défense. Voilà. On n'y est clairement pas. Non seulement on n'y est pas, mais en plus on n'a pas l'argent, donc comme ça, pas d'encadrement, pas l'argent. Comment faire? Bien sûr. Une dernière question parce que oui, allez-y. Cette formation aux jeunes, cette sensibilisation aux jeunes à l'enjeu de nation, puisque le président de la République en a parlé hier, il a rappelé l'enjeu qu'il y avait à faire nation. Finalement, ça passe aussi par l'éducation nationale. Bien sûr, et par l'école qui doit transmettre peut-être un moment ces bases-là qui n'ont pas forcément besoin de l'armée. Une dernière question, Stéphane Borin, parce que je vais trahir un peu les coulisses, c'était notre échange pendant la pub. Il y a aussi un éléphant au milieu de la pièce qui est peut-être cette notion de sacrifice. Bien sûr, nos soldats sont morts sur le terrain étranger, c'est le sacrifice ultime de nos vies, mais le fait peut-être que beaucoup de dirigeants contemporains n'ont pas connu cette période de guerre, n'ont pas fait leur service militaire, ils ont peut-être une vision de la guerre qui est biaisée et qui, on va dire, ne veut pas aborder ce sujet que oui, par moment, il faut mourir pour son pays, pour le défendre. On peut aller jusque-là, bien sûr. L'idée de nation en armes a déjà disparu du champ lexical, du champ des représentations collectives de notre pays. Et effectivement, cette réindustrialisation d'urgence pour gagner en masse, et également le recrutement, puisque je rappelle qu'on a le format des armées, un format assez léger finalement qui permet qui permettait de répondre aux opérations extérieures. Aujourd'hui, nous sommes face à un défi qui est celui des conflits de haute intensité. Notre pays doit aussi se mobiliser les esprits et finalement faire face au choc de l'épreuve, réapprendre l'idée de violence et le poids de la mort. C'est un enjeu et un défi. Merci beaucoup Stéphane Morin d'avoir été avec nous. Je rappelle votre note qu'on peut trouver sur la revue politique et parlementaire L'étrange réarmement, le retour tragique d'une illusion bien française. Et je rappelle accessoirement que vous êtes essayiste, expert en politique publique et questions de défense, président du Think Défense Paris. Merci beaucoup d'avoir été avec nous dans ce studio pour aborder ce sujet ô combien complexe. Pour nous, on se retrouve évidemment demain entre 10h et 13h. Je vous souhaite une très belle après-midi sur Sud Radio avec dans quelques minutes l'hommage de Jacques Pessis, conversation avec Thierry Ardisson.